Alors c'est avec plaisir que la Maison de l'Architecture et de la Ville accueille Lise Avy et Architecte Autrement. J'avais prévu de vous parler d'autrement, c'est une expression étrange, mais finalement je vais pas le faire. Parce que ça n'intéresserait que moi. Il y a une histoire du mot autrement qui succède au mot alternatif et qui précède le mot différent, mais qui revient à peu près au même, et qui, en théorie, est parfaitement neutre. Quand on fait autrement, on ne fait ni mieux ni pire, ni plus ni moins. On est seulement autre. Et en même temps, historiquement, c'est une singularité d'une période où meurent les idéologies positives. L'autrement est une façon de ne pas dire mieux. Cela dit, c'était 4 paragraphes et c'est trop long. Alors, je crois simplement, pour conclure la partie que vous n'aurez pas, que dans un monde difficile, et qu'il sera de plus en plus, chacun fait à peu près comme il peut, et que tous les marchés de niche méritent d'être explorés. Chacun aussi, je le sais bien, espère trouver une source vive, quand la plupart n'auront qu'un filet d'eau. Chacun mérite notre curiosité, notre attention, presque tous notre respect. Et je parle bien évidemment des gens qui font autrement. Être architecte, ne tombez pas sous le sens quand Filippo Brunelleschi, qui fit semblant de savoir comment couvrir Sainte-Marie de la Fleur. Vous connaissez tous l'histoire de Sainte-Marie de la Fleur, qui fut couverte par Filippo. Eh bien, il ne savait pas comment le faire au moment même où il prétendait qu'il pourrait le faire ou que quelqu'un pourrait le faire. Il fit semblant quand il prit la fuite pour ne pas avoir à répondre aux questions dont il n'avait pas les réponses, quand il revint à la charge après que d'autres avaient échoué, quand il dut briser la grève des vieilles corporations, quand il feint d'être malade pour discréditer ses concurrents. Rien n'était acquis. Son succès ne fut certain qu'à la toute fin de son œuvre, et personne ne soupçonnait encore qu'il fit naître un métier nouveau, architecte au sens moderne du terme. Est-ce que Marion et Billy seront à la hauteur de Filippo? Ou mieux encore, je n'en sais rien. Je sais seulement qu'ils essayent. Si vous pensez comme moi que ça vaut la peine de repenser un métier qui eut de meilleurs moments que le nôtre, il faut les entendre et je cède la parole à Lise Avy. Merci Pascal. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus pour la dernière conférence Architecte Autrement de l'année. Pour ceux qui sont nouveaux, pour la vidéo, ce soir nous avons le plaisir d'accueillir Marion Serre et Billy Guidoni. Le cycle de conférence Architecte Autrement propose un tour d'horizon des pratiques architecturales contemporaines post-diplôme à destination des étudiants de l'ENSA Marseille et des jeunes architectes diplômés. Par le nombre et la qualité de ses intervenants, le cycle a pour but de montrer la diversité des métiers qu'il est possible d'embrasser à la fin des études et de susciter de nouvelles vocations. Chaque conférence est l'occasion pour les deux invités, ayant suivi et réussi le cursus d'une ENSA, de raconter leur parcours professionnel. Ce soir, nous sommes très heureux d'accueillir Billy Guidoni et Marion Serre. Ils aborderont des questions liées au choix de leur métier, aux difficultés rencontrées, à leur emploi du temps, au travail quotidien et surtout au plaisir d'exercer. Lise Avy les remercie pour leur présence et leur temps qu'ils nous accordent. Nous remercions aussi l'ENSA Marseille qui nous permet d'organiser les conférences, la MAFPACA pour son aide et son accueil, ainsi que l'Ordre des architectes pour le prêt des locaux. Billy Guidoni est diplômé architecte DE HMONMP de l'école d'architecture de Marseille en 2007. Et il est diplômé d'un titre avec un nom un peu barbare, de Kedge Business School, et d'une école qui s'appelle EFE, je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'est une école de commerce, en 2016. Billy, tu as exercé pendant 10 ans au sein d'agences d'architecture internationales, telles que OMA et MVRDV aux Pays-Bas, Baumschlager et Berle en Autriche, ou Herzog et de Meuron en Suisse. Dans ce cadre, tu as mené des projets mixtes et complexes, allant entre autres de l'îlot mixte de centre-ville au projet territorial et urbain, du siège tertiaire au stade de football, dans des missions allant de la stratégie urbaine à la réalisation. Ta pratique de la maîtrise d'œuvre t'a amené à te questionner sur les modes de production de la ville et concevoir un modèle alternatif pour une ville mixte et durable.
Pour parfaire ton application et ta compréhension de la maîtrise d'ouvrage, tu soutiens une thèse professionnelle au sein du master spécialisé en montage en opérations d'aménagement, urbanisme et immobilier, donc l'acronyme un peu barbare de tout à l'heure, entre Marseille, à Kedge, et Paris, l'école EFE. En 2017, tu cofondes Modus Aedificandi, maître d'ouvrage innovant d'immobilier collectif, urbain, personnalisé et évolutif, basé à Marseille. Cette société est notamment lauréate du concours Made Innovant 2018, Grand Prix de l'innovation construction durable et cadre de vie 2021, et lauréate de l'AMI engagée pour la qualité de logement de demain 2022. Modus Aedificandi travaille actuellement à plusieurs opérations sur le territoire français. La première, l'idéal, verra sa construction commencer très prochainement à Marseille. Marion Serre, cofondatrice de l'atelier d'architecture et de recherche TIRLab, docteur en architecture. Elle est chercheuse au sein du laboratoire Project de l'école d'architecture de Marseille et de l'ENSAD Lab de l'école des arts décoratifs à Paris. Ton parcours commence avec une thèse en architecture sur les délaissés urbains et interstices que tu réinterroges à partir de la notion de tiers foncier. Dès lors, tu te spécialises dans l'analyse des formes de la vacance et la programmation pour retrouver des usages des bâtiments, des terrains vagues, des quartiers, en particulier des centres historiques sur le déclin. Ton dernier ouvrage à ce sujet s'intitule « Le patrimoine vacant dans les petites villes ». Actuellement, tu concentres ton travail de recherche sur les mutations des vies étudiantes et leur logement dans le cadre d'une chaire de recherche et de formation portée par l'école des arts décoratifs. C'est dans ton agence d'architecture TIRLab que tu développes plus particulièrement des études de programmation et te spécialises dans la conception de tiers-lieux. Dans chaque projet, tu places les usages et les usagers au centre des processus de conception et de recherche-action que tu conduis. Billy, je te passe la parole. Merci beaucoup. Et bien à nouveau, merci à vous d'être là, merci à l'ISAVI pour sa sollicitation, à la MAV et au Conseil régional de l'Ordre des architectes pour nous accueillir. Alors moi, mon intervention elle porte une légère divergence par rapport au titre du cycle de conférences de l'ISAVI, puisque ce que j'exerce moi c'est la maîtrise d'ouvrage. Et potentiellement je l'exerce autrement aussi. Mais à la base, j'ai eu un parcours d'architecte et mon amour de toujours, c'est l'architecture. Pour agrémenter cette présentation, j'utiliserai des citations de Fernand Pouillon. Alors pourquoi Fernand Pouillon ? D'une part parce que c'est une personne qui s'est posée avant beaucoup et à une échelle quasiment industrielle la notion de la maîtrise d'ouvrage. C'est quelqu'un qui était à l'interface avec la pratique de l'architecture et de la maîtrise d'œuvre telle qu'on la connaissait, j'ai envie de dire, depuis les bâtisseurs, et puis qui a inventé d'une certaine manière une version de la maîtrise d'ouvrage qui est pas celle que l'histoire a retenue, mais qui est finalement peut-être celle à laquelle l'histoire va pousser. Ces citations, je les lirai à voix haute à chaque fois et elles agrémenteront mon propos. La première, c'est que Fernand Pouillon disait dans un entretien avec Jacques Chancel que le véritable maître de l'ouvrage devrait être le client. Celui qui paye devrait pouvoir diriger sa construction, être maître du destin de ceux qui construisent. Alors moi, à la base, j'ai vécu la plupart de ma vie à l'international, à l'étranger, quand j'étais jeune. Et puis, après mon bac, je me suis d'abord tourné vers les études d'ingénieur. J'ai fait une prépa maths. Et c'était vraiment pas pour moi. C'était quelque chose qui était difficile pour moi. Je voyais pas vraiment l'intérêt. Et donc, en 2001, j'ai entamé des études d'architecture à l'école d'architecture de Marseille. J'étais pas originaire de Marseille. J'ai redoublé ma première année. Et puis j'ai travaillé quasiment tout le temps, ce que vous voyez en filigrane, pendant mes études, et j'ai été diplômé en 2007. J'ai fait des stages plus ou moins importants dans mes études aussi. Ce qui va être intéressant, c'est que j'ai séparé 3 cycles de genèse, on va dire. La première, ceux des études, celle de la pratique de l'architecture, et puis un cycle plus récent, et chacun fait 7 ans. Cette fameuse théorie des cycles de 7 ans, elle se vérifie dans ce que je présentais ce soir, mais c'est une coïncidence. Je l'ai découvert en le faisant. Alors, je vous montrerai simplement un peu la fin de mes études, puisque j'ai présenté un diplôme qui était une espèce de mégastructure, pas une espèce, qui était une mégastructure, et qui se posait la question finalement de la dimension urbaine à très très grande échelle à l'intérieur d'Arles, avec l'idée d'avoir une forme de modularité, d'évolutivité et d'accompagnement des modes de vie à l'intérieur d'un énorme machin qui était, on va dire, une espèce de grille ouverte dans laquelle on se positionnait, qui a l'air quand même relativement statique quand on voit les images.
Et en faisant ça, j'ai approché en fait quelque chose qui serait à la base de ma réflexion, c'est-à-dire comment construire un système qui fasse ensemble et à l'intérieur duquel on peut faire énormément de choses. À la suite de ça, j'étais vraiment passionné d'architecture, j'allais en voir souvent, j'ai fait beaucoup de concours pendant tout ce temps-là et j'ai voulu aller travailler dans des agences, j'avais commencé un petit peu à le faire, qui m'intéressaient. Et donc j'ai été travailler dans des agences aux Pays-Bas, c'était à cette époque-là, c'était ce qui m'intéressait. Donc effectivement, mon premier travail d'architecte, ça a été en 2007 à OMA, à Rotterdam, puis ensuite j'ai travaillé à MVRDV, ensuite j'ai validé mes acquis, comme on pouvait faire à l'époque, donc la HMO. En 2011, j'ai accompagné un workshop à l'école d'architecture. Dans ce cadre-là, il y avait Marion dans l'équipe d'enseignants d'étudiants que j'accompagnais, donc c'est vraiment chouette. J'ai travaillé ensuite chez Baumschlager Eberle, un aspect plus constructif, et puis ensuite chez Herzog et de Meuron. Et dans ce cadre-là, je me suis posé des tas de questions que je vais exposer tout de suite. J'ai ensuite été faire un master en montage d'opérations. Dans tout le temps de mon travail en agence, j'ai fait des concours à côté. Je le montre juste, je rentrerai pas dans tout ce que j'ai fait, c'est pas le propos. Mais tout ça pour dire que ma réflexion était rythmée par un travail professionnel et un travail à la maison ou privé sur des thématiques très diverses. Quand j'ai commencé à travailler à OMA, le premier sujet sur lequel j'ai été parachuté, vraiment, c'était une étude stratégique sur la défense. Il y avait énormément de choses qui avaient été faites. Et au lieu de travailler le projet, là, on a décrit finalement des procédés en rapport avec l'histoire de la défense, mais en rapport avec son futur, qui allaient vers des directions. À la suite de ça, je travaille sur un très gros bâtiment urbain où un maître d'ouvrage a dit voilà, j'ai un site qui est un site en plein centre-ville de Rotterdam, je veux développer des dizaines et des dizaines de milliers de mètres carrés de commerce, culture, éducation, logement, tertiaire. Faites-moi un truc, sachant que on a le droit de construire des nouveaux bâtiments en centre-ville de Rotterdam en l'occurrence, mais aux Pays-Bas c'est vrai partout. Si on porte pas ombrage sur des bâtiments patrimoniaux, juste à côté vous avez un bâtiment de Marcel Breuer, là, le Bijenkorf. Donc il fallait pas porter ombrage, d'où ces espèces de trous. C'est une raison parmi d'autres. Et je me disais à ce moment-là que les œuvres les plus réussies de ces dernières années sont celles où le maître d'ouvrage voulait profondément une œuvre plus belle, même si c'était pour vendre mieux l'habitation des riches. C'est vraiment ce que je me disais. Je me disais quelle chance on a d'avoir un client, un maître d'ouvrage qui nous commande des choses aussi faux-folles. Et puis à la suite de ça, une fois qu'on avait fini cette première phase, c'était une phase, je dirais, d'APS, j'ai travaillé sur un projet urbain qui s'appelle Almer-Omerus. Et Almer-Omerus, le quartier Omerus, c'est un des plus grands quartiers participatifs d'Europe. Ça fait plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés et je crois que aujourd'hui c'est entre 70 et 90 000, j'ai pas les derniers chiffres, à l'intérieur duquel vous avez la moitié qui est en participatif, à l'intérieur de ça vous avez la moitié en autopromotion et encore à l'intérieur de ça, comme des poupées russes, la moitié en autoconstruction. Et la grande majorité de ce master plan a été dessiné jusqu'à ce qu'on se rende compte que, et vous le voyez ici, il y a un vestige archéologique en plein milieu et donc le centre du master plan a dû être à revoir. Alors nous au début quand on nous a donné ce sujet, on était tout feu tout flamme et relativement jeune et inexpérimenté finalement à la réflexion. Et donc on s'est mis à dessiner la ville quoi. Et c'était pas du tout ça qu'on nous demandait. En fait ce qu'on nous demandait c'était de dessiner le contexte dans lequel la ville pouvait exister. Et donc on a été amené à dessiner ce qui est devenu d'une certaine manière les documents opposables de l'équivalent du PLUI, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le cas où il se passe quelque chose. Et en fait l'idée ici c'était pas de faire, mais de permettre de pouvoir faire. Donc on a travaillé des scénarios d'occupation des sols, d'emprise, de hauteur, de possibilités de desserte, de transport, d'acheminement, de parking, en pondérant à chaque fois toutes les possibilités qui étaient possibles, ce qui a demandé un énorme travail, en testant des possibles et en montrant finalement la diversité qui pouvait être produite, le cas échéant, à la municipalité. Ce qui est assez marrant, c'est que ça a produit une ville qui est assez particulière et qui existe et qui, en répondant à ce qu'on avait pressenti, a des formes qu'on n'avait évidemment pas pu imaginer, mais ces formes ont pu exister précisément parce qu'on a permis des choses, mais aussi qu'on en a contraintes certaines, pas tant que ça finalement. À ce moment-là, ce dont je me suis rendu compte, c'est que là c'est pas écrit, mais je paraphraserai Pouillon en disant que on réfléchit la ville à hauteur du sol, mais aussi que finalement quand on commence à rêver sur un programme, il faut pas penser en tracé, il faut penser en volume visible.
vu de l'extérieur ou de l'intérieur, mais vu avec toute la multiplicité des aspects visuels, et j'ajouterai des aspects qu'on peut pas voir aussi. À la suite de ça, j'ai travaillé chez MBRDV sur des gros bâtiments avec des procédés systémiques ou pas, et avec toujours des choses qui étaient des objets posés d'une certaine manière. Et la réflexion que je me faisais, c'est que il y a peu de paysages naturels dans la ville et que tout est architecture. Et que finalement, qui en est les responsables? Sans doute les urbanistes et les architectes, mais finalement, on leur donne l'ordre de le faire. Donc qui en est responsable? Finalement, c'est le maître de l'ouvrage. C'est celui qui commande, c'est celui qui paie. À la suite de ça, j'ai fait plein de choses, et au bout d'un moment, j'ai été travailler chez Herzog de Meuron. Je travaillais sur pas mal de trucs, et notamment sur un condo à Miami. Et le principe de ce condo-là, c'était qu'une partie des gens qui allaient y habiter, qui payaient très cher pour ça, n'y serait que un tiers au maximum, entre un quart et un tiers de l'année, et ils disposeraient d'aménités qui paieraient quand ils voudraient les utiliser, et le reste du temps, finalement, ça serait vacant. Et donc je me suis dit, le maître d'ouvrage, c'est clairement quelqu'un qui commande un bâtiment, c'est lui qui en est le patron, il charge l'architecte de le construire, de construire sa maison, son quartier ou sa ville. Mais le maître d'ouvrage, parfois, il n'est pas éduqué. C'est-à-dire que ce que voulait le maître d'ouvrage, là, clairement, c'était une signature. D'ailleurs, le bâtiment s'appelle Jade Signature. Jade, c'est le promoteur, et Signature, c'est Herzog de Meuron, en fait. Donc ce que je me disais, finalement, c'était que ce projet-là, qui était une vraie baston perpétuelle, je me disais qu'on se comprenait pas. Il y avait un non-sens dans ce qu'on faisait, et que les critères de réussite étaient très différents suivant qu'on était promoteur, entrepreneur, architecte, client, que chaque acteur ne raisonnait qu'en fonction de ses propres critères et cherchait dans son seul domaine à tirer les bénéfices sans prendre en compte la globalité du processus. Et là, on avait bien un élément extrêmement segmenté. Ça m'a fait me poser des questions, en fait. Je commençais à lire énormément sur la maîtrise d'ouvrage. Je me posais toujours des questions sur la maîtrise d'ouvrage de ce qu'on me commandait. Et puis, depuis les années 2010, je lisais énormément de littérature là-dessus. Il y avait des bouquins très abordables, les éditions du Linteau, on en fait des très belles. Et puis des choses un peu plus abscons, un peu plus poussées. Et puis, je partais d'un constat, c'est que finalement, en ville, on voyait assez peu d'architecture contemporaine, en tout cas en France. C'est pas le cas dans d'autres pays, mais en France, c'est vraiment assez flagrant. Quand vous rentrez dans la ville constituée, la ville du quart d'heure, comme on dit, on voit assez peu d'architecture contemporaine. C'est une ville qui est finalement assez ségrégée. Et donc, si on est bombardé d'une image de là où on voudrait vivre et ce qu'on peut voir pour l'avoir visité ou même bêtement sur les réseaux sociaux, dans la ville du quart d'heure, ce qu'on produit, ça tendance à s'homogénéiser, s'écarter de la demande pour des raisons qui sont liées plutôt à la manière dont on le produit finalement. Et en fait, le constat, c'est que l'immobilier est descendant, c'est-à-dire un promoteur immobilier, ce qu'il va faire, c'est qu'il va acheter un foncier, il va faire des études de marché, il va se dire voilà comment les choses se sont vendues, voilà à quel rythme et voilà à quel coût. Si les choses se vendent trop lentement, c'est qu'elles sont trop chères. Si elles se vendent trop vite, c'est qu'elles ne sont pas assez. Quelle est la granulométrie, c'est-à-dire les typologies qu'on va vendre? C'est la même que ce qui s'est vendu à côté pour pas prendre de risques. On va pas vendre de trop grandes surfaces ni de trop petites. Je vais déposer un permis de construire selon les habitudes les plus connues possibles. Je vais le proposer à la demande, je vais en vendre une partie, et puis je vais lancer le chantier avec des risques d'avoir des invendus et surtout un bâtiment qui va être statique. Et d'autant plus statique qu'on sait qu'aujourd'hui les cycles d'obsolescence, qu'on estimait entre 40 et 50 ans dans les 30 glorieuses, ont tendance à se raccourcir. On parle de 10 à 15 ans avant qu'un bâtiment devienne obsolète aujourd'hui, et c'est beaucoup plus selon certains programmes. Et en même temps, je me rendais compte que dans d'autres industries extrêmement sérieuses, cette notion de descendante, c'est-à-dire comme disait Ford, tout le monde pourra choisir la couleur de sa voiture à partir du moment où elle est noire, c'était complètement quelque chose qui avait disparu dans d'autres industries, des industries très sérieuses, le prêt-à-porter, l'automobile et l'agroalimentaire, et qu'on était rentré dans un modèle ascendant, c'est-à-dire où c'est la demande qui fabrique l'offre. Nike ID, apparu dans les années 2000, vous permet de personnaliser par exemple les chaussures que vous voulez, et vous avez finalement votre produit en circuit tendu, en production tendue, et vous le faites pour vous. Et puis on le voit très très bien, la plus grosse croissance qui a été faite dans l'industrie agroalimentaire, c'est évidemment l'industrie du bio, le circuit court, etc., urbaine, avec 100% de production de croissance dans les premières années, et puis après la crise, on est autour de 15 à 30% aujourd'hui, ce qui fait rigoler personne. Et ils ont la particularité de s'adresser à une cible avec un produit sur un territoire donné. Et moi je me disais, mais est-ce que l'architecture, finalement, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vendre? Est-ce qu'on peut vendre de la qualité de vie? Aujourd'hui, par exemple, si vous voulez vivre dans un lacaton vassal parce que vous aimez bien ça, vous trouvez ça chouette, vous avez visité des bâtiments d'eux et en plus ils ont gagné plein de prix,
eh ben, à moins d'être au bon endroit au bon moment, ou bien d'être très riche, vous avez peu de chances de vous y retrouver. Moi, je me disais, qu'est-ce qui se passait si on pouvait finalement mettre des gens ensemble et leur proposer de l'architecture contemporaine. Le participatif, c'était faute d'un mot plus adapté, et qui arrivait à des conclusions qui ont donné ensuite la fondation de ma société qui s'appelle Modus Edificandi, qui veut dire manière de construire, c'est un latinisme, en 2017. Et nous, en fait, on se pose la question très simple, c'est que si l'offre immobilière est descendante, on peut peut-être faire un immobilier ascendant. Et l'idée, c'est de dire, on va définir un champ des possibles à l'intérieur d'un cahier des charges où l'architecture sera mise en avant, on va la proposer à la demande, les gens vont s'y ajouter, on va le réaliser pour eux, on va le construire, on va prévoir en amont l'évolutivité. Et en fait, c'était l'aboutissement d'énormément de réflexions. Et je paraphrase donc Fernand Pouillon, et je cite Fernand Pouillon. C'est pour cette raison que j'ai cherché une autre manière de créer. C'était de réaliser moi-même, avec mes moyens, les aspects complexes de la vie d'architecte et de transformer ce métier. En fait, je me disais, j'arriverai pas à faire l'architecture dont je pense qu'elle est nécessaire, pour deux raisons. C'est que j'ai pas soit l'argent, soit les relations qui permettent de le faire, ça c'est pragmatique, et autrement, j'ai simplement pas la commande. Voilà, bêtement. Et donc j'ai défini, moi et mes associés, on est plusieurs associés, on a défini une approche globale qui est l'approche Modus Edificandi, qui est l'idée de dire on va faire des bâtiments qui sont collectifs, urbains, mixtes, urbains parce que je pense qu'on peut plus construire ailleurs que là où il y a déjà de la densité humaine et urbaine, mixtes parce qu'il faut pas construire de la monoprogrammatique, qui soit basée sur la demande des usagers, qui soit intégralement personnalisables, qui permettent de partager des usages et des fonctions, et qui soit intégralement évolutifs. Alors, une grosse citation, mais je vous la fais quand même, parce qu'elle est importante. Fernand Pouillon disait, et dans les années 70, peu de temps avant son décès, que les bureaux d'études n'ont plus pour réussir qu'une parcelle de cerveau pour chacun. Il disait qu'il y avait le plasticien qui réfléchissait en plasticien, le sociologue en sociologue, l'économiste en économiste. Il disait qu'en mettant tout ça dans un ordinateur, il pensait trouver une recette. Il disait aussi qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, alors ça peut se discuter le XVIIe et XVIIIe, mais je comprends pourquoi il le dit, c'est la ville rationaliste, etc. On ne se demandait pas si l'architecte devait être à la fois un ingénieur, un financier, un urbaniste et un sociologue. Il savait être tout cela. Il portait en lui ses qualités. Et vous le voyez, quand vous voyez Pierre Pavillon à Aix, vous voyez très bien qu'il y a une ingénierie globale qui est pas simplement architecturale, elle est environnementale, elle est urbaine et elle est aussi financière. Puisque aujourd'hui, on est à un moment où on doit se poser des questions qui sont comment est-ce qu'on arrive à la fin d'un modèle qui est extrêmement récent. Le modèle de la maîtrise d'ouvrage et de la promotion tel qu'on le connaît, il a le même âge, finalement, que le modèle bancaire contemporain, c'est-à-dire, on va dire, milieu à la fin du 19e siècle, la banque moderne au nord de l'Italie, Haussmann, les frères Pereire, tout ça, c'est un modèle qui est le modèle de la VFA actuelle, le modèle de la marge, des honoraires de commercialisation, de l'emprunt, etc. Ça, c'est très récent dans l'histoire. Et puis, on arrive à un moment où ce modèle, il marche plus. On a la fin de plein de choses, la fin de ressources et la fin finalement d'un équilibre humain et aussi économique. Puisqu'en réalité, les villes, elles ont besoin du meilleur équilibre de personnes et de fonctions à l'intérieur d'un territoire. Et puis les personnes, elles sont de plus en plus mobiles, de plus en plus informées, finalement conscientes de leur bien-être. Donc elles vont se figer typiquement dans un territoire qui va leur proposer les meilleures aménités. Et ces territoires, ils sont pas infinis. C'est-à-dire que quand on se dit, il y a une gentrification dans un certain centre-ville. Si on regarde par exemple le centre-ville de Marseille, qui est pas le plus marqué par la gentrification, le centre-ville de Marseille, juste après la Révolution française, Marseille, c'est une centaine de milliers d'habitants à peu près. Et Marseille aujourd'hui, c'est 8 fois plus. Mais la ville telle qu'on la perçoit, on va dire entre le 18e et le 19e, et telle qu'on la perçoit aujourd'hui, celle qu'on appelle ville, elle est pas énormément plus grande finalement. La zone de convoitise est pas beaucoup plus grande. Et on a inversé vraiment la notion de dire, voilà, on va fabriquer de l'activité et les gens vont venir sur un territoire, on va fabriquer un territoire et les gens vont venir parce qu'il est merveilleux, ça va créer de l'activité. Cette notion d'offre et la demande, elle crée un cercle de prospérité urbaine qui a été théorisé, on va dire, depuis les années 70, depuis des gens comme Jane Jacobs, d'un point de vue très sociologique, on va dire, jusqu'à des gens un peu plus économiques, on va dire, comme Richard Florida, qui est l'idée de se dire, finalement, on crée une prospérité urbaine par une autre activité. Donc, pour faire ça, et pour notre propre survie, les vivres, elles ont besoin de répondre à une demande qui ne fait que changer. Et donc les gens vont aller sur un territoire qui va répondre à leurs demandes à n'importe quel moment, ils vont y trouver ce qu'on peut trouver que là.
Donc la grosse difficulté finalement, c'est que si l'offre immobilière et programmatique s'obsolétise, la ville s'obsolétise, elle s'obsolétise aujourd'hui, elle s'obsolétise pour demain. Et donc la première réflexion sur laquelle on travaille aujourd'hui, c'est de se dire, il ne faut pas réfléchir sur un bâtiment, il faut réfléchir sur une somme de bâtiments qui font masse, et il faut être capable de faire muter les programmations, non pas sur un bâtiment, mais en pondérant la complémentarité entre des bâtiments. Quand on programme la ville, quand on fait un PLU, quand on fait un cahier des charges d'aménageur, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Donc quand on dit qu'il faudra 17,3% de commerce, ça peut être 12, ça peut être 22, on ne sait pas. On sait peut-être qu'on pense savoir aujourd'hui, mais on ne sait pas de quoi sera fait demain. À l'inverse, si on prévoit la capacité de muter, on va être capable de répondre à des demandes extrêmement variées. Et Fernand Pouillon dit cette chose-là, et c'est la conséquence de ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il dit cette chose-là en 82, accrochez-vous, il n'est pas le seul à le dire, mais il fait partie des premiers. Dans Paris, la ségrégation n'avait jamais existé jusqu'au XXe siècle. C'est vrai, c'est faux, ça se débat, mais c'est pas loin d'être vrai. Mais avec l'évolution actuelle, Paris sera dans 20 ans, ici bien 20 ans, occupé uniquement par la grande bourgeoisie et la classe privilégiée. 20 ans pile après, c'est ce qui se passe. Donc il dit quelque chose qui est une modélisation d'un système qui est simple parce qu'il est fini. Et donc quand on parle de ville du quart d'heure, c'est la ville qui est déjà là. On ne peut regarder que ce qui est déjà là. Ça veut dire que c'est notre terrain de jeu. Et la manière dont elle est faite, cette ville, il faut la comprendre comme, finalement, une résultante d'un procédé qui est soit très vieux, si on pense à l'histoire de la ville depuis que les humains existent, donc dans le cas de Marseille, il y a très longtemps, soit très récent, quand on pense la manière capitaliste récente dont elle a été, par laquelle elle a été créée. Donc Pouillon toujours dit, nous vivons dans un système capitaliste où les banquiers sont toujours présents. On n'y peut rien, dit-il. Ou c'est l'État, ou ce sont les banquiers. Nous sommes en démocratie, nous devons nous servir du capitalisme tel qu'il est, et non tel que nous voudrions individuellement qu'il fût. On peut remplacer le capitalisme par système ou par modèle, et on se dit finalement, si faire la ville sur la ville, c'est utiliser ces 4 manières de faire, démolition, reconstruction, dents creuses, réhabilitation et surélévation, à ce moment-là, les coûts inhérents à la fabrication de la ville sont représentés dans la VFA par des coûts de foncier, l'achat du terrain, des coûts de construction, qui sont inversement proportionnels à la valeur foncière, donc plus c'est cher, plus vos coûts de construction sont petits par rapport au coût global d'un projet, donc à Paris, les coûts de construction sont relativement plus faibles que dans d'autres territoires en France, des honoraires de maîtrise d'œuvre, de maîtrise d'ouvrage, des frais de publicité, des honoraires de commercialisation, ce qui nous permet de vendre aux gens, et des honoraires et de la marge, ce qui nous permet finalement de rembourser notre emprunt. Et les honoraires de commercialisation, c'est ce que les gens payent pour se vendre à eux-mêmes. La marge, c'est ceux qui permettent de rembourser pour dérisquer l'opération. Or, en achetant, jusqu'à preuve du contraire, ils achètent, et donc ils dérisquent. Donc ils ne perçoivent pas cette chose-là, qui coûte à peu près, on va dire, entre 10 et 18% des coûts globaux d'une opération. Or, construire en ville, ça coûte 10 à 15% plus cher qu'une opération sur un champ de patates. Aujourd'hui, on est sorti de ce qu'on appelle le tunnel de Frigide, la capacité d'engagement d'une personne pour supporter un investissement. Et donc l'idée, c'est de se dire, si on sortait de ce modèle-là, on pourrait inverser ce modèle en disant que finalement, on va s'adresser directement à la demande, on va affecter ce que l'usager ne perçoit pas à la qualité construite, la même chose moins chère, soit on va faire mieux au même prix. Et donc l'idée, c'est de dire finalement, on va inverser l'offre et la demande. Ici, on va proposer un pré-projet, les personnes vont s'y ajouter, on va les ajouter à un véhicule pour lequel on va réaliser en direct l'opération. Il n'y aura pas de notion de marge puisque ce sera dérisqué, et il n'y aura pas d'honoraire de commercialisation puisqu'il n'y aura pas d'achat. L'idée, c'est de dire finalement qu'on va permettre d'accéder à l'architecture en ville. On va permettre à l'architecture aussi d'accéder à la ville. On va lui donner un outil pour s'intégrer dans la ville. Et justement, aujourd'hui, on arrivait à un système où la culture, d'une part, est fondamentale, mais je pense que ça a toujours été le cas, et il y a eu des gens qui étaient des vrais maîtres d'ouvrage avec une culture infinie, des gens comme Laville à Marseille. Vous allez voir les bâtiments sortis par les Laville, père et fils, et tous leurs copains, Mario Fabre, etc., Devin, Ebens, etc. Ce sont des œuvres parce que c'est des gens qui connaissaient l'architecture, mais aussi qui utilisaient leurs propres moyens pour le faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la ville ?
L'architecture, c'est la fin du processus. C'est un tout petit bout de la ville. En fait, ce qui fait la ville est invisible. Ce qui fait la ville, c'est avant tout son usage, ce qu'on y fait. Ce qui fait la ville, c'est les humains qui y sont, mais c'est aussi la réglementation, la norme, c'est les notions patrimoniales. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, de casser un bâtiment dont on pense qu'il est obsolète ? On peut nous dire non parce qu'il a une corniche en stuc qui est remarquable. Donc, il sert à rien, mais il est pas pérenne, mais on va le garder. C'est la finance, c'est la notion de lisser l'économie dans le temps. C'est l'économie à proprement parler, comment on construit, quels sont les coûts de construction. C'est l'architecture, évidemment. C'est l'environnement qui est elle-même lié au temps, qui lui-même est lié à l'usage. Aujourd'hui, résoudre l'intégralité de ces équations, ça n'existe pas. Et donc, pour résoudre ces équations, il faut se poser la question, non pas de l'architecture en tant que résultat tout seul, mais du processus qui conduit à un terreau fertile pour faire l'architecture. Et c'est ce qu'on essaye de faire. On travaille à un montage qui s'appelle Ville Capable, qu'on va peut-être mettre en œuvre, j'espère, on y travaille la première fois sur Marseille, avec l'idée fluide à l'intérieur de cette somme de bâtiments, qui permet une compensation programmatique et une mobilité résidentielle et programmatique des personnes. C'est un système qu'on appelle vertueux, c'est-à-dire qu'il s'amortit dans un temps plus long, et plus il possède de bouts de la ville, plus il est efficace. On peut citer des exemples comme la coopérative zurichoise, la CODA côté Suisse francophone, etc. Il y en a plein d'autres, il y en a au Québec, il y en a en Belgique, il y en a dans les pays scandinaves, il y en a plein. Mais l'idée, c'est de se dire, on résout une problématique complexe à l'échelle de la ville, avec un changement d'échelle de la réponse qui est aussi à l'échelle de la ville. Et donc, qu'est-ce que c'est Modus Edificandi ? C'est pas juste une société, c'est pas juste un procédé, c'est pas juste un produit, c'est un mash-up de tout ça. C'est un modèle immobilier pour produire une forme d'immobilier selon une méthode et selon un montage particulier. On est fondé en 2017, on a travaillé sur le développement de notre procédé et l'application qui nous permet de le mettre en œuvre, parce qu'on utilise des outils aussi qui nous permettent de faire ça. On est lauréat d'un prix d'innovation d'Euroméditerranée qui s'appelle MedInnovant en 2018. On est rentré en opérationnalité en 2019, on a fait des partenariats sur le territoire français, on a même gagné des candidatures, et puis il y a eu les échéances électorales et le Covid, et ça nous a mis un gros stop. Et on s'est même demandé si on persévérait, on l'a fait parce qu'on n'avait pas vraiment d'autres opportunités. On a déposé un brevet sur notre façon de faire, on est Grand Prix de l'innovation donc en 2021, on fait partie des lauréats d'engagés pour la qualité du logement, et on a lancé, juste aux sorties du déconfinement, l'idéal qui est notre première opération marseillaise. On travaille actuellement sur plusieurs opérations sur le territoire national, et notamment sur Ville Capable, qui est une échelle plus large à l'échelle de la ville de ce procédé-là, avec la métropole d'Aix-Marseille, en plein centre de Marseille. On est dans un développement opérationnel très particulier qui peut-être verra émerger dans les temps qui viennent une forme de marque immobilière. C'est notre objectif. Et je vais vous expliquer ce qu'on fait en prenant pour base notre première opération marseillaise. En gros, nous, ce qu'on dit, c'est que qu'on travaille en ville, qu'on travaille sur les 4 choses qu'on peut faire en ville, la démolition, reconstruction, le cas échéant, mais surtout la réhabilitation, la dent creuse ou la surélévation. On travaille dans un cadre qui est soit construit, soit à construire, dont on peut pas déroger. À l'intérieur de ce cadre, finalement, nous, on va fabriquer des bâtiments qui sont urbains, qui s'intègrent dans un contexte, mais qui sont avant tout, mais on peut se combiner horizontalement et verticalement à l'intérieur de la trame pour proposer des typologies qu'on trouve quasiment nulle part, qu'on appelle les typologies collection, c'est-à-dire celles qu'on propose en base. Sur chaque opération, elles sont différentes, les trames sont différentes sur chaque opération. Ça, c'est ce qu'on propose sur l'idéal. C'est un maximum de traversants, des asymétriques, des duplex et même des triplex. Les personnes qui sont intéressées pourront choisir leur programme. Ici, c'est principalement de l'habitat. Le budget qu'elles veulent y mettre, la superficie, le nombre de pièces, les préférences d'étages par ordre de préférence, les préférences d'orientation. Et puis, sur cette base-là, on leur proposera des volumes qui correspondent à leurs demandes. Si, par exemple, les personnes sont intéressées par un triplex, pour chaque typologie, on propose des aménagements collection, qu'on travaille évidemment, que les architectes conçoivent, j'en dirai un peu plus après. Et ces aménagements vont du plus ouvert au nombre de pièces maximum qu'on peut y mettre, donc du loft ici par exemple au T6, avec à chaque fois un maximum de lumière, espace et matière, une qualité architecturale, spatiale, et puis bioclimatique aussi qui est importante. Et puis les personnes peuvent les pré-réserver très rapidement en connaissance des coûts. Toutefois, si à l'intérieur du volume qui les intéresse, elles ne trouvent pas l'aménagement de leur rêve, elles peuvent le personnaliser en aménagement, tridimensionnellement, on est capable de le faire pour eux. Ça, c'est déjà pas mal, mais un opérateur qui travaillerait en ossature et qui serait prêt à faire plein de travaux modificatifs acquéreurs, qui est la bête noire des opérateurs, serait capable de le faire. Et nous, on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, des volumes, on peut en générer des centaines et même des milliers.
On ne le fait pas initialement pour pas noyer la demande, mais si une personne ne trouve pas le volume de ses rêves, elle peut le personnaliser avec un outil qu'on propose. Et puis on est capable de faire ce qu'on fait habituellement, un peu dans le fantasme de la maison de l'architecte, qui est un peu dans le périurbain, dans l'individuel, mais ici dans du collectif en ville, c'est-à-dire une personnalisation tridimensionnelle et en aménagement, pour réaliser un espèce de vieux rêve. Et je montre ici les images connues de sites, qui sont finalement répondre à une demande extrêmement diverse dans la densité verticale, ou dans ce cas précis, des maisons d'architectes superposées. Donc l'idée, c'est de dire que des plus petites typologies aux plus grandes, on va proposer ce qu'on appellerait des aménités d'architecte, avoir une grande fluidité des espaces, une matérialité qui est très présente, du vitrage toute hauteur, et puis en même temps pouvoir s'adapter à des modes de vie extrêmement différents, en leur proposant finalement des typologies qu'ils peuvent trouver aujourd'hui quasiment nulle part, en s'adaptant aux besoins qui sont les leurs aujourd'hui, mais en permettant aussi ceux de demain. Le mieux des premiers choix, le minimum des seconds choix et encore plus le minimum des troisièmes choix pour faire un immeuble spécifiquement en fonction des besoins des usagers et prévoir en amont l'évolutivité. C'est-à-dire que techniquement mais aussi juridiquement, on fait la première copropriété évolutive de France avec la capacité de choses de se diviser, de se fusionner et d'évoluer dans le temps. Ça veut dire que cet immeuble qui dans ce cas-là fera au maximum 15 lots peut faire en réalité plus de 160 000 combinaisons. Alors c'est intéressant comme score, mais en réalité ça veut dire que il est ce qu'on appelle, pour faire un anglicisme, il est future proof, il est capable de s'adapter à un futur incertain aujourd'hui. Ça veut dire qu'il a d'abord une évolutivité externe à la typologie, la capacité de se fusionner, de se diviser. Un triplex par exemple, c'est un bien qui est rare, c'est un bien qui est cher, mais c'est un bien qui est risqué. Il peut devenir un duplex et un simplex ou 3 simplex ou se fusionner avec celui d'à côté dans le temps et dans la vie du bâtiment sans passer par une AG de copro qui pourrait le bloquer. C'est aussi une évolutivité intrinsèque, c'est la capacité de passer d'un très grand T2 à un T4 et plein de choses entre-temps, passer d'un aménagement jour-nuit où on va dire voilà, moi mon premier choix sur la thématique de la toiture, c'est peut-être la pergola, mais mon deuxième choix que j'aime bien aussi, c'est le bassin, et je les pondère et c'est peut-être pas mon premier choix qui passera sur la toiture, mais ça sera peut-être celui-là qui passera dans l'espace partagé intérieur, et on pondère l'ensemble des choix comme ça, et ça permet aussi d'évoluer. Les personnes votent en connaissance des coûts, des charges et de l'impact dans le cycle de vie du bâtiment. Ça permet d'avoir les usages qu'on aimerait avoir en ville, un grand rez-de-chaussée entièrement partagé qui peut s'ouvrir complètement, et puis la possibilité de mutualiser des espaces intérieurs, mais aussi de trouver des prestations qu'on aimerait avoir un peu partout en Méditerranée, qui confèrent parfois un peu au luxe ou à une certaine utopie architecturale, qui est la grande toiture terrasse. Et puis c'est l'idée de faire des bâtiments qui soient bioclimatiques, qui soient construits en matériaux bio et géosourcés, qui limitent les nuisances en utilisant de l'ossature préfabriquée, mais aussi qui sont réellement durables parce qu'ils sont capables à s'adapter à des besoins qui sont des besoins inconnus aujourd'hui. On parle souvent de durabilité, on fait un amalgame avec la performance. Je pense qu'on peut faire le bâtiment le plus performant du monde aujourd'hui, s'il n'est pas capable de s'adapter à des besoins demain, il est simplement performant mais pas réellement durable. Un bâtiment durable, c'est un bâtiment dont on peut utiliser la structure demain. Pour faire ça, notre objectif c'était d'avoir un impact sur la ville. Faire un bâtiment, c'est avoir un petit impact sur une grosse ville, une grosse métropole comme celle de Marseille, mais c'est quand même un impact et c'est une responsabilité. Alors on voulait faire une architecture qui soit à la fois contemporaine, mais en même temps qui fasse vraiment marseillaise, qui soit marseillaise et qui fasse allusion à une architecture d'alignement qu'on trouve depuis le 18e, 19e, et qui est une forme d'immeuble de rapport d'une certaine manière, où on trouve ces trames relativement serrées, une matérialité assez minérale, des teintes qui rappellent beaucoup l'architecture qu'on trouve dans ces quartiers, et en même temps des mots des natures qui font un peu référence à l'art déco, etc. Et un intérieur qui s'ouvre complètement pour vivre l'intérieur-extérieur 300 jours par an, comme on peut le faire ici. Pour faire ça, on a fait appel à des jeunes architectes contemporains qui s'appellent EGR, qui sont notamment Album de jeunes architectes et paysagistes, et Calma, qui était fondatrice de Modus, qui a principalement travaillé sur l'évolutivité et l'intérieur de la composition de cet immeuble. Une autre idée, finalement, c'est de changer du paradigme immobilier qui est extrêmement statique et rentrer dans un paradigme dynamique. Et j'incite chacun de se poser cette question du dynamisme dans la pensée. C'est-à-dire, vous connaissez peut-être la formule des trois mots clés de l'immobilier qui sont l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Puisque c'est ça qui différencie d'un produit d'un autre. Vous voyez une opération immobilière neuve à Nantes, vous en voyez une sur la Corniche à Marseille, c'est un peu la même en fait. Ce qui change, c'est l'emplacement. Nous, on veut aller vers le mode de vie, le mode de vie et le mode de vie. Alors pourquoi il y a 3 couleurs ? C'est parce que chaque mode de vie est différent.
Donc on veut aller vers quelque chose d'extrêmement différencié. Et puis, on se dit finalement, c'est Fernand qui le dit, puisqu'un maître d'ouvrage est indispensable, pourquoi ne serait-il pas un homme averti et en plus de ressources, plus d'esprit, de goût, de contrôle sur l'œuvre que peut avoir un architecte ou un groupe d'architectes? Précisément parce que à travailler sur plein de sujets, on se lève tous les matins en faisant de la maîtrise d'ouvrage et en se posant ces questions. On se pose toujours les mêmes questions, et elles sont toujours différentes, et elles nous remettent toujours des grandes claques d'une part, mais en même temps un grand bonheur d'avoir cette réflexion. Et puis, évidemment, on se pose des questions qu'on n'est vraiment pas les premiers à se poser. Alors, on parle d'innovation, c'est extrêmement développé. Nous, on est, comme je dis, c'est-à-dire on lit des choses qui existent déjà. La façon de les lier, c'est ce qui est compliqué. Mais énormément de gens se sont posé ces questions. Quand vous voyez ce que Otto Steidle a fait sur les bâtiments évolutifs à Nuremberg ou autre, il y a une capacité à faire qui est énorme. Quand vous voyez la façon dont Cédric Price théorisait le Fun Palace, tout y est déjà en fait. Il suffit ensuite de le réaliser. Donc on se base sur des précédents architecturaux bien sûr, et puis en même temps on alimente notre compréhension de choses qu'on voit. Et c'est là où la culture est fondamentale, c'est ce qui nourrit cette réflexion-là. C'est-à-dire que je pense vraiment que l'architecture a une chance par rapport à énormément d'autres disciplines, c'est qu'elle est son propre média. Et je le dis toujours, c'est un peu devenu mon leitmotiv. Et j'aime bien cette phrase. Pourquoi ? Parce que par exemple, je donne cet exemple pour illustrer ça, la philosophie, qui est quand même pas une discipline qui fait rigoler, et qui est aussi ancienne que l'architecture, je pense qu'on peut en débattre, elle a besoin pour s'exprimer d'un autre média. Elle a besoin de la littérature pour dire ce qu'elle a à dire. Donc, si vous lisez Heidegger, la littérature d'Heidegger, c'est pas celle d'Hannah Arendt qui est très fouillie, par exemple. L'architecture, elle est ce qu'elle est. Elle est de l'architecture. Quand vous rentrez dans Alvar Aalto, vous comprenez tout. Peut-être que vous comprenez rien aussi, mais au moins vous vous posez ces questions-là en étant dedans. Quand vous voyez les plans d'Alvar Aalto, par exemple, aujourd'hui, il y a une grosse réflexion, je pense, qui est posée, et ça a été le cas plein de fois, sur la beauté d'un plan. Quand vous voyez les plans d'Alvar Aalto, mon point de vue sur les plans d'Alvar Aalto, c'est qu'ils sont laids, ils sont pas beaux. Si on les met au mur, et c'est pas très joli, ça fait un peu moche. Quand vous rentrez dans les espaces d'Alvar Aalto, ils sont merveilleux, ils sont magnifiques, ils sont sensuels, ils sont doux, ils sont accueillants, ils sont beaux. Donc, le plan n'est pas le média de l'architecture, mais c'est l'architecture qui est son média, et le plan sert à l'exprimer. Et cette pratique qu'on met en œuvre et cette espèce de changement d'échelle, on essaye de l'appliquer sur une réflexion qui est autre que simplement l'objet architectural et immobilier. À quel moment est-ce que l'école d'architecture ou la formation d'architecte intervient ? Aujourd'hui, les personnes qui font la commande, qui font la maîtrise d'ouvrage, c'est des personnes qui n'ont pas une grande connaissance de l'architecture, puisque leur métier, c'est d'atteindre un résultat, c'est d'atteindre une marge. Un maître d'ouvrage qui fait une très belle marge, c'est un bon promoteur, je devrais plutôt dire, qui fait une très belle marge, c'est un très bon promoteur. Un promoteur qui fait une très belle architecture, mais avec une faible marge, c'est pas un bon promoteur. Donc quand les architectes disaient un promoteur, il est pas bon, il fait des mauvais bâtiments, c'est pas ça son métier. Son métier, c'est toucher une marge, le bâtiment est un véhicule pour ça. Moi, je pense que il faut se poser les questions de la fabrication de la ville, comme l'a fait Fernand avant nous. Et je pense qu'il faut donc que l'école d'architecture se pose la question de la formation des maîtres d'ouvrage. Aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage, ils sont formés sur le tas. On demande énormément de certifications aux architectes, ils ont un ordre, il faut qu'ils se forment, on leur demande de montrer patte blanche, etc., pour pouvoir faire une mauvaise esquisse. Et en même temps, un maître d'ouvrage, il peut faire 190 000 mètres carrés avec un compte bancaire et aucune expertise, c'est OK. C'est même plutôt bienvenu. Donc je pense, dit Fernand, mais je suis d'accord avec lui, qu'il faudrait créer une université des maîtres d'ouvrage et qu'on pourrait exiger d'un promoteur des diplômes ou en tout cas des compétences. Et je vous remercie. Et je vais passer la parole à Marion Serre. Merci. Je vais vous emmener dans un autre univers, mais on va discuter aussi des cadres de la commande. Merci Billy, en tout cas, j'étais ravie de t'écouter et ça m'a un peu fait modifier finalement mon discours. Alors si j'arrive à m'installer, voilà. Parce qu'effectivement, la question de la maîtrise d'ouvrage, ça va me permettre d'en parler, d'ouvrir du coup le débat avec vous.
Donc moi je m'appelle Marion Serre, je vais vous donner quelques infos comme on est sur les parcours de ma vie perso et pro. Donc déjà je suis diplômée et docteur en architecture, je suis cofondatrice de l'atelier d'architecture Tierlab, je suis chercheuse aux arts décoratifs de Paris à l'école d'architecture de Marseille, j'ai 34 ans. J'ai un enfant de 3 ans, je le dis parce que c'est important peut-être pour certains et certaines qui auraient des projets, parce que je vais peut-être un peu vous raconter aussi comment ça se passe cette partie de la vie. Et voilà à peu près, j'ai fait toutes mes études à l'école d'architecture de Marseille, et puis la suite je vais vous la raconter en présentation. Ah non, chose très importante, pardon, c'est que le père de mon fils s'appelle Gabriel Salvia et c'est avec lui que j'ai créé l'agence d'architecture Tierlab et nos parcours sont vraiment très liés. On a quasiment tout créé ensemble à partir d'un certain moment de ma présentation et je vous le dirai à ce moment-là. Donc, hop. Je commence en fait à vraiment réfléchir à ce que je veux faire quand je rencontre Billy. Parce que du coup, il encadre mon équipe de workshop à l'école d'architecture de Marseille. Je suis dans une période de ma vie où ça va pas du tout. Je dois quitter mon copain, je sais pas comment faire, je sais pas quoi faire. Vraiment mentalement, ça va pas. Je fais ce workshop avec Billy et Billy en fait décèle en moi une compétence que je connaissais pas, qui est celle de l'idée des équipes en fait. Il voit chez moi ça, que je suis forte à organiser le travail, à dire on va aller de A à Z et ça va bien se passer. Je vais vous emmener au bout de la mer jusqu'au port. Et du coup, il me dit ça. Moi, j'étais en perte de confiance totale. Je me dis ah ouais, waouh, j'ai ça en moi. Ok, bon bah ça va le faire alors. J'étais en train de rater mon année, ma 4e année avec Pascal, qui est là, Pascal Urbain. Et Billy me dit que en fait, je vais y arriver. Ah d'accord. Donc là, je me dis bon bah ok, c'est parti. Je prends mon portfolio, je m'y colle et puis je vais répondre dans des grandes agences. Et là, j'envoie mon portfolio de partout. Herzog et de Meuron, MVRDV, toutes les agences qu'il a citées auparavant. Je rate magnifiquement mon entretien chez Herzog et de Meuron parce que la personne me demande quel est mon projet préféré, puis je me rappelle plus du nom, je lui décris, il voit pas ce que c'est. C'était la première villa d'Herzog et de Meuron, mais du coup j'ai pas réussi à lui faire comprendre laquelle elle était. Ensuite il me demande quel bâtiment par contre j'aime pas, et puis là je lui décris un bâtiment que je venais de voir à Bâle. Il se trouve que c'était le sien. Du coup je rate. Ok, c'est pas grave, je vais à Rotterdam, je prends l'avion avec mes parents qui me suivent. Et là, je rentre dans l'atelier Chemtil. Donc là, ça me galvanise. Je me dis, ouais, il a raison, Billy, je vais y arriver. Donc j'y vais. Et alors là commence une lente dépression. En fait, ça me plaît pas du tout de dessiner dans cette agence. J'ai hyper froid aux doigts parce qu'on est dans un espèce de hangar qui est hyper froid l'hiver. Il pleut tous les jours, c'est plat. Moi, je viens de la montagne. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Ça ne va pas du tout. Donc je fais octobre, novembre, décembre. Décembre, je rends mon tablier et je leur dis, en fait, c'est pas possible, c'est pas pour moi, je vais aller au ski. Donc je pars au ski chez mes parents, je rentre chez papa et maman. Là, je fais une super saison de ski, franchement. Ça m'a hyper reboosté. Je fais du journalisme pour le Dauphiné Libéré où je fais des petits articles rigolos sur ce qui se passe sur les pistes. Et là, je me dis, en fait, j'adore écrire, quoi. Ah, ça va mieux. Je commence à me dire en fait, je vais peut-être réussir à faire quelque chose de ma vie et de mes études. Et je me dis tiens, en fait peut-être que c'est la recherche qui m'irait, parce que vraiment là le journalisme, j'ai écrit un peu des articles sur la luge et puis j'en fais quand même pas mal sur la place de la femme dans les écoles de ski au moment de la journée de la femme. Et je me dis franchement l'écriture, c'est mon truc. Donc qu'est-ce que je fais? Là, je me dis, faut être stratégique quand même, parce que la recherche, c'est un peu chaud. Donc, comment je vais faire une thèse? Je me dis déjà, il me faut une équipe de direction. Celui qui a fait la présentation de la recherche, il s'appelle comment déjà? Ah oui, c'est Stéphane Enro. Ok, je vais aller chez lui. Donc, je tape à sa porte. Il y avait pas énormément d'étudiants qui voulaient aller chez lui. On était 12. D'ailleurs, toute l'équipe qui a créé l'ISAVI, Christophe Piquet, Marie Parez et Yannick Nobile. Donc, je me retrouve là avec Stéphane. Et puis bon, Stéphane, c'était que ces histoires sur le périurbain et tout. Donc du coup, je me dis, moi c'est pas trop ça. Je vais quand même aller en parcours recherche avec Muriel Girard sur les bidonvilles. Ce pourquoi j'ai choisi de faire architecte en fait, parce que j'avais eu la grande chance d'aller en Afrique du Sud avec mes parents quand j'avais 16 ans, et quand j'avais vu les bidonvilles, ça m'avait hyper marqué, et je m'étais dit, il faut que je travaille là-dedans. Donc du coup,
je sais pas, c'était pas aussi clair dans ma tête à ce moment-là, mais je me dis, Stéphane Enros c'est la recherche, Muriel Girard c'est bidonville, bon je pressens un truc, j'y vais, tac. Donc je m'organise, mon PFE avec Stéphane et mon parcours recherche avec Muriel. Et là, Stéphane, il veut pas de moi quoi. Il veut pas de moi en thèse, ça l'intéresse pas du tout les bidonvilles. Mais du coup, moi, je lui colle au basque parce que quand j'ai décidé de faire un truc, effectivement, je le fais. Donc du coup, toute l'année, tous les mois, je lui envoie un sujet de thèse. Il en pouvait plus, le gars. Je lui envoie un sujet de thèse, et boum, l'agriculture urbaine. Ah non, ça te va pas, mais c'est pas grave, viens, je t'en ponds un autre sur un autre sujet. Enfin bref. J'ai essayé par Mons et par Vaux d'y arriver, puis en mars, il me dit, ok, c'est bon, là tu tiens un truc. Parce que j'étais en train de faire mon diplôme, je travaillais à l'Estac sur une frange urbaine, enfin entre l'Estac village et puis les friches, puis se dessinait un espèce de délaissé urbain sur lequel je travaillais avec la concertation et tout ça. Il me dit bon allez, ok c'est bon ton truc, je vois à peu près où tu veux aller. Tu sais quoi, on va travailler sur une nouvelle notion, le tiers foncier. Allez vas-y banco, hop. Et comme j'adore écrire, allez hop, on y va. Je réécris un sujet, super. Il est motivé, moi aussi. Muriel en plus m'aide à insuffler, garder bidonville, compétences citoyennes, etc. Donc du coup, je commence à structurer quelque chose qui commence à me plaire, qui correspond aussi aux ambitions de Stéphane. Donc, on va chercher des financements parce que du coup, pour faire une thèse, s'il y en a qui veulent en faire une, il faut 3 trucs. Une équipe de direction avec qui on s'entend plutôt bien parce qu'après on se fâche parfois. Un bon sujet et puis un financement. Donc moi, je vais taper à la porte du ministère de la Culture. Et puis trop bien, là je vis un été de grande angoisse. En plus du coup je tombe malade, ça n'allait pas du tout de nouveau. J'étais super angoissée. Puis finalement en octobre je l'ai. Et là je sais pas en fait si je suis contente ou pas. Parce que finalement Stéphane il veut absolument que je travaille sur ces trucs de cartographie et tout, et moi je dis à Muriel mais en fait je veux pas faire ça quoi, ça ne m'intéresse pas, je veux pas. Et là elle me dit un truc hyper important. Donc s'il y a des gens qui font une thèse ou qui veulent faire une thèse, ça m'a sauvé mes 4 années de thèse. Elle m'a dit Marion, c'est ta thèse en fait, donc tu feras ce que tu veux dans ta thèse. J'ai dit ok super. Donc commence mon parcours avec des émoticônes. Donc au début j'étais entre hyper contente et ah non je vais pas y aller. Après je me suis dit oulala par quel bout je le prends. Donc le cerveau en ébullition, des moments de grâce où je trouve un truc c'est génial. Après des moments d'ébullition, des pleurs aussi quand j'ai dû passer par la cartographie imposée par Stéphane. Mais je le remercie aujourd'hui pour ça parce que c'était quand même super. Et finalement j'arrive à pondre la thèse, le tiers foncier, 700 pages, plus 1000 pages d'annexes parce que moi je suis comme ça, j'aime bien écrire. Donc j'ai fait pleurer mon jury de thèse pour toutes ces pages, mais j'ai réussi. Donc voilà, si vous voulez savoir un peu plus en détail ce que c'est que tous ces émoticônes, il y a Carnet de thèse qui en parle plutôt bien et où je me suis retrouvée sur certains passages. Donc la thèse, je vous en dis 2 mots, comme ça si jamais ça vous intéresse, vous saurez ce qu'il y a dedans sans vous farcir les 700 pages. Parce que c'est quand même un peu long. Donc la première partie, je me suis plongée dans la théorie des délaissés. Ça, c'était génial parce qu'en fait, j'ai compris à quoi ça sert d'inventer une nouvelle notion. Parce que quand Stéphane, il m'a dit on va faire ça, moi, vous avez bien compris, j'étais en mode bille en tête, allez, vas-y, je le fais, je réfléchis pas en gros. Mais en faisant tout ce travail, en comprenant pourquoi on parle d'espaces verts, de frontières désertes par Jane Jacobs, de non-lieux, d'intervalles, d'espaces intermédiaires, d'interstices, de terrains vagues, en fait, on manipule des imaginaires et des représentations qui sont différentes. Et du coup, là, je commence à me dire, ah ouais, waouh, c'est trop intéressant ça. Du coup, ça veut dire que si je reviens à mon sujet des bidonvilles, qui était mon sujet de cœur et que je voulais travailler, que si je dis que les gens habitent sur un espace déchet, je fais un lien quand même avec comment je gère les indésirables, je manipule tout un vocabulaire qui ne va pas. Encore pire, si je dis qu'ils sont en occupation illégitime, je parle du coup de droit de propriété. Donc du coup, ils n'ont pas à être là. Et si je vais chercher un vocabulaire qui vient dire, en fait, il s'agit d'habitat précaire, il s'agit d'interstices urbains, alors là, on vient chercher le droit au logement, par exemple, et on vient parler de pratiques et d'usages. Et du coup, je me dis, ah oui, donc les mots sont importants. Donc c'est là que je comprends ça. Et donc, je me dis, qu'est-ce que ça va apporter le tiers foncier parmi toute cette multitude de mots, en fait, parce que bon, il y a plein de gens qui ont inventé plein de choses avant moi. Je savais pas trop. Au final, ce que je peux dire, c'est que ça a l'intérêt de parler de la morphologie des usages et de la propriété conjointement. Et puis, ça m'a permis de créer un modèle, en fait.
Et finalement, ce modèle, aujourd'hui, je vous le montrerai tout à l'heure, mais en fait, c'est un modèle qui permet de faire un peu la carte d'identité d'un bâtiment ou d'une parcelle et de comprendre pourquoi il est dans un état de vacances. Du coup, par exemple, j'arrive dans un centre historique aujourd'hui, je fais le tour, je regarde, je fais une enquête, mais je rentrerai dans le détail après. Et je peux dire après, il y a des gros problèmes sur la morphologie, il y a des gros problèmes sur l'usage, ou il y a des gros problèmes sur la propriété. Ça veut dire que la municipalité, elle va devoir construire en fait une stratégie une stratégie de revitalisation de son territoire qui va être soit basée sur un enjeu d'architecture, soit sur un enjeu de programmation, parce que ces bâtiments, ils sont en bon état, mais ils sont vacants, soit sur un enjeu de propriété, il va falloir qu'ils reprennent la maîtrise foncière, en fait, de son parc. Donc ça me sert à ça, moi, à raconter la vacance d'une autre manière. Donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. Ce que j'ai appris d'autre dans ma thèse, en dehors de faire cette notion de tiers foncier, c'est tout le volet méthodologique. C'est là où vraiment, parce que ce que je vous ai raconté juste avant sur le tiers foncier, ça, j'ai quand même mis 5-6 ans à même après la thèse, 2 ans à le maturer. Mais par contre, dans la thèse, moi, je me suis spécialisée sur les enquêtes de terrain et la recherche-action, notamment sur les enjeux de participation. Alors, comme j'étais toute neuve, je savais rien faire, je suis arrivée, par exemple, dans certains quartiers prioritaires, et puis mon premier atelier de concertation, j'ai eu 0 personne. Mais je vous jure, 0. Bon, ah ouais, super. C'était raté. Je me dis, ok. Donc en fait, la concertation, c'est pas je fais une affiche et on va discuter de ce qui se passe chez vous dans votre voie ferrée. Ok. Donc du coup, je me dis comment je vais faire. Et c'est là où j'ouvre du coup des différents outils et je teste. Et notamment, je me dis mais tiens, en fait, moi si je suis parent, qu'est-ce que je fais ? Je vais m'intéresser au travail de mes enfants. Puis si je suis le frère ou la sœur, je vais m'intéresser au travail de mon frère ou de ma sœur. Du coup, je me dis en fait peut-être que si je vais dans les écoles et que je fais des ateliers, peut-être que je vais réussir à intéresser les gens en fait. Du coup, je teste ça et ça marche. Et de là, après, avec plein d'autres copains, finalement, on décide, ça c'est une histoire parallèle, mais de créer Graines d'Archi, qui avait vocation à faire ces ateliers. Mais du coup, on commence à tester ça. Ensuite, aussi, dans la thèse, un côté, ce que j'ai appris à faire, c'est déjà à me pointer sur un terrain où personne me connaît comme ça, là, parce qu'arriver sur un bidonville, quand on n'a rien à y faire, en fait, c'est pas simple. Donc du coup, j'ai appris à faire ça. À venir avoir une posture. Et là, il y a un éducateur spécialisé. Je savais pas comment faire. En plus, je pleurais tous les soirs de voir toute cette souffrance, cette misère. C'était hyper dur. Et il me dit, mais en fait, Marion, c'est clair que t'as à la fois rien à apporter et tout à apporter. Ce qui est important, c'est d'apporter ton univers. Et puis, les gens en feront ce qu'ils veulent, en fait, de cet univers. Et du coup, ça, pareil, une phrase qui m'a marquée. Je me suis dit, en fait, ça m'a rendu légitime à être là alors que finalement il n'y avait pas de raison particulière, quoi. Et donc ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est que par cette recherche je pars des délaissés urbains, des interstices, etc. Et je me rends compte que quand je rentre dans un sujet aussi précis que le bidonville, je peux pas regarder que le terrain, quoi, et les habitations. Faut que je sorte de mon champ. Et c'est là tout l'intérêt de la notion de tiers foncier, c'est que je dois aller chercher autre chose que la morphologie et l'urbanisme. Je dois comprendre c'est quoi le réseau d'acteurs en fait autour de ces gens. Comment ça fonctionne ? Pourquoi ils sont là ? Pourquoi ils doivent partir demain ? Pourquoi est-ce qu'après ils vont sur la parcelle d'à côté ? Parce que là, j'ai fait après une analyse qui est sur la droite. Je comprenais pas. Je voyais un bidonville, et puis dans son histoire, etc., parce que je retraçais les histoires des bidonvilles, leur trajectoire, ils faisaient comme ça sur le même terrain, pour moi. Et en fait, je rentre dans le détail, et je m'aperçois que c'est une question de propriété. Je discute avec l'avocate, etc. Et en fait, non, il y a la parcelle A sur laquelle ils étaient, qui appartenait à la région, il y a la parcelle B qui appartenait à la commune, et puis la parcelle C à un autre acteur privé ou public, je me rappelle plus. Et en fait, je comprends que du coup, en tournant comme ça, au final, ils restaient au même endroit, mais juste en changeant de parcelle, et que ça leur permettait d'habiter là depuis 10 ans, en fait, ce truc. Parce qu'à chaque fois, la parcelle, il y avait une procédure juridique qui s'engageait et qui leur permettait de rester. Donc, du coup, je me dis, grosse prise de conscience aussi sur les sorties de champ, la nécessité d'aller chercher d'autres clés de compréhension que mon champ disciplinaire, l'architecture. Ensuite, je me lance dans la cartographie. Alors ça, ça c'était vraiment, je voulais pas le faire. Mais en final, c'était super. J'ai dû me farcir le SIG. Je déteste. Alors aujourd'hui, je ne peux pas en faire. Je ne veux pas en faire. Mais je suis vraiment contente d'avoir fait.
j'ai fait du coup tout un inventaire du tiers foncier. Donc j'ai pris ma voiture et je suis allée dans tous les endroits de Marseille où il y avait des choses qui se passaient. Donc j'allais pas sur tous les délaissés parce que c'est impossible, mais j'allais surtout là où il se passait des choses. Donc soit des occupations temporaires par des collectifs d'architectes, des artistes, des espaces publics transformés par des habitants, des bidonvilles, et je les ai tous cartographiés. Et puis après en fait je me suis dit ok, finalement c'est intéressant parce que déjà, j'ai vu plein de choses et j'ai fait vraiment une enquête de terrain importante. Mais qu'est-ce que je vais en faire cette fois? Comment je rends ça aux acteurs? Parce que j'avais quand même s'ils me disaient j'apporte mon univers, je me disais mon univers quand même, enfin c'est pas grand-chose quoi. Et je me disais en fait, je sais cette cartographie, je vais faire une cartographie en ligne des bidonvilles pour que les acteurs des associatifs ils puissent suivre ce qui se passe. Quand est-ce que le bidonville il est fermé, où il va, et qu'il y ait un suivi en fait des occupations bidonville. Du coup, je dis ça à Caroline Godard de Rencontre Tzigane, elle me dit ah ouais génial et tout, donc du coup je monte la plateforme, je le fais, et là je sais pas trop où ça en est, mais en tout cas pendant plusieurs années elle a continué à le remplir et à essayer d'avoir des stagiaires qui l'utilisaient cette plateforme. Et je me sentais un peu mieux de quand même de faire que la recherche aussi, parce qu'il y avait un truc que je me disais quand même, enfin c'est pour ça que je voulais faire de la recherche action, c'est que je voulais que ma recherche elle aille vers les gens quoi, que ça serve à quelque chose. Et donc ça c'est, enfin aller faire des ateliers avec les enfants, là je me disais bah voilà, là je fais quelque chose, et là de faire cette cartographie où je me disais la cartographie, enfin qui c'est qui va regarder ma carte quoi. Là je savais qu'il y avait quelqu'un qui allait regarder ma carte et encore mieux potentiellement pouvoir l'utiliser. Donc j'ai aussi appris, et ça, la réflexivité. Qu'est-ce que c'est que la méthode de recherche-action? Donc ça, grâce à des écrits de Michel Liu, de John Dewey, de pas mal de personnes. Et puis, donc en fait, ça fonctionne un petit peu par cycle. Donc je continue à travailler comme ça, vous le verrez tout à l'heure. Où en fait, on commence par poser un diagnostic de départ. Après, ça nous permet de se poser une question. Ensuite, on pose des hypothèses, on se dit qu'est-ce qu'on va faire par rapport à cette question. Puis on teste des trucs par l'action. Et puis ensuite, on évalue des résultats. Donc par exemple, on se dit tiens, je vois les fourmis, j'ai une fourmilière, je fais un constat, ok, ça fonctionne à peu près comme ça, elles font leur petit chemin, et puis je vais faire un petit trou dans la fourmilière, puis je vais voir ce qui se passe. Ça serait ma première action. Et puis par contre, le truc important, c'est que les fourmis, elles doivent être d'accord. Donc si elles sont d'accord, on y va. Et puis après on voit le petit trou, et puis si ça marche bien, après on peut continuer sur d'autres expérimentations, ou même si ça marche pas, on dit ok, ça a raté, faisons autre chose. Donc ça c'est vraiment une méthode que j'ai apprise et que vous allez voir je fais aussi j'essaye de faire dans la pratique. Dernière chose, un résultat que je voulais vous partager. Je vous partage pas mal d'anecdotes parce que je peux pas vraiment rentrer dans le fond des sujets, mais ça me paraît des anecdotes importantes. La recherche-action aussi, ça m'a appris à aller un peu au combat, quoi. Et j'y reviendrai tout à l'heure sur ce côté, comment on influe sur la commande, comme disait Billy. Enfin, la commande, en fait, quand on nous donne l'ordre de faire un truc, comment on fait pour changer cet ordre, en fait. Et là, je me rappelle, on arrive, du coup, j'ai été accompagnée par une amie qui s'appelle Marie Segone. On arrive sur ce territoire qui était en fait, c'est un lotissement. Son histoire à la base, c'était un bidonville, c'est à Ruisseau Mirabeau. Il y a eu un programme de relogement donc dans les années 80. Donc le bidonville a été rasé. Il y a eu reconstruction des logements sur place, avec l'idée qu'il fallait que les logements soient adaptés donc à la population qui y habitait, qui était une population gitane, donc avec maison plus caravane. Il se trouve que 30 ans plus tard, les modes de vie ont changé, que en fait ils ont pas besoin d'habiter de cette manière parce qu'ils se déplacent plus, et qu'en fait ils ont beaucoup de difficultés à faire des trajectoires résidentielles. Donc ça veut dire que les enfants n'arrivent pas à sortir en fait de ce lotissement et à habiter ailleurs, à décohabiter en fait. Donc du coup ça fait que les familles elles grandissent. Donc le fils il a un enfant, la fille du fils a un enfant, etc. Et en fait ça crée tout un environnement où en fait il y a beaucoup d'habitations du coup rajoutées. Il y a aussi toute une pratique de la ferraille où en fait on va faire du logement adapté. On va le faire juste adapté à la caravane, mais pas à la pratique de la ferraille.
on va bien créer le plan pour empêcher les petites grues de passer et tout ça, et faire des petits portiques pour empêcher que ça puisse passer. Donc du coup, on était quand même dans une logique un peu ambivalente, et ce qui fait que là, sur le terrain, les acteurs savaient pas trop quoi faire des délaissés, justement, parce qu'il y avait à la fois un peu d'habitat, un peu de décharge, d'organisation de ferraille, mais perçu comme de la décharge. Et donc, du coup, je travaillais à ce moment-là, il y avait l'ADAP 13 qui travaillait sur ce terrain. L'ADAP 13, c'est une association de prévention pour les jeunes, et ils se disaient c'est super, on va faire le projet. Ils avaient une idée de faire un terrain de pétanque. Je dis mais ça vient d'où en fait, ce terrain de pétanque? C'est super la pétanque. Oui, mais si vous n'avez pas regardé les usages, si ça correspond aux habitants, etc. Et donc du coup, on refait tout avec eux, le processus de concertation, participation, etc. Et on arrive à un espace. Les habitants étaient super contents, motivés. On installe donc les tables en bois, etc. Un mois plus tard, j'arrive sur le terrain, table brûlée. Oh! Et de nouveau, c'est l'échec. Je me dis, mince alors qu'on avait fait une super concertation, dans le processus, je me disais, mais qu'est-ce qui n'a pas marché, quoi? Du coup, les acteurs, ils disent, franchement, la concertation, ça sert à rien, hein. Du coup, on va plus jamais en faire, hein, en fait. Sauf, pour dire qu'on l'a faite, parce qu'on est obligé. Mais, franchement, ça sert à rien dans ces quartiers de faire ça. Je me dis, mais c'est pas possible, il y a un truc là. Alors, je fais une enquête. Donc, je vais interroger tous les habitants et je leur demande, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces tables? Et là, en fait, je découvre l'histoire. Il se trouve que les jeunes allaient fumer le pétard sur les tables, que les vieux d'à côté, ils étaient pas contents. Donc du coup, ils se sont dit, plutôt que de récupérer les tables, ça allait faire des jalousies et tout ça. Donc comme des fois ça se règle un peu violemment ces histoires de jalousie, on va les cramer, comme ça au moins il y en a plus. Et on va fermer l'espace, donc ils ont mis tout un grillage autour. On va planter des rosiers et on va donner la clé de l'espace à la petite voisine qui est là, parce qu'elle a la main verte et c'est elle qui va s'en occuper. Pétard. Je ramène cette histoire, du coup, au bailleur social. Là, il ouvre grand ses yeux. Il me dit, quoi? Je dis, ouais. En fait, l'aménagement, on a tous rêvé ensemble. Puis, en fait, dans la réalité, ça marche pas. Donc, les habitants se sont organisés ensemble, ont trouvé une solution et l'ont appliquée. Voilà. Du coup, allez, vas-y. On fait de la concertation sur tous nos territoires. Et on va chercher des subventions, 150 000 € de subventions pour la concertation. Boum. Donc l'intérêt, là ce que je voulais souligner par cette histoire, c'est qu'en fait à travers la recherche, quand on va faire des investigations comme ça fines, on peut changer les modes de représentation, quoi. En allant chercher vraiment, il y a souvent un décalage entre la réalité qu'on perçoit et la réalité qu'on vit. Donc ça, c'était pour moi très important dans ma pratique professionnelle d'avoir ça en tête. Donc ça, c'était la thèse. Donc la thèse, j'ai pleuré, c'était dur, mais c'était quand même génial, j'ai appris plein de trucs. Et si vous avez envie de faire une thèse, moi je peux que vous dire de y aller, quoi. C'est trop bien. Ça permet de construire ses propres compétences, en fait. Ensuite, alors j'arrive dans une partie un peu délicate pour moi à raconter, parce que du coup, mon directeur de thèse, Stéphane Enrault, décède avant ma soutenance de thèse. Donc du coup, à ce moment-là, il m'avait engagée dans un programme de recherche européen. Je devais être postdoc, et avant de partir, en fait, Stéphane a tout organisé pour que les choses qu'il avait mises en place continuent. Donc notamment, il avait d'autres sujets qui ont été gérés par d'autres gens. Et puis moi, il m'a dit, écoute, je voudrais que ce soit toi qui t'occupe de diriger ce programme de recherche. Moi j'ai dit oui pour plein de raisons. Déjà parce que je l'aimais très fort et que j'aurais jamais pu lui dire non. La deuxième raison, c'est parce que je trouvais ça super intéressant, et puis que c'était un cadeau, quoi, énorme. J'avais quel âge? C'était 2017, je sais pas. C'était il y a 6 ans, 27, 28. Bref, du coup, je me retrouve avec ce programme de recherche européen. Bon, là, c'est la panique à bord, parce que, je dois finir ma thèse, mais en même temps, je dois quand même commencer ce programme de recherche. C'est un sujet que je maîtrise pas, parce que, évidemment, c'est du périurbain pavillonnaire que je voulais pas faire à la base, mais je m'y retrouve. Une méthode à construire, parce que je sais pas ce qu'il faut faire, en fait. Il y a des projets, il y a une équipe de recherche avec des Danois, des Belges. Je comprends rien de ce qu'ils me disent, les Danois, avec l'accent, parce que je maîtrisais pas l'anglais, galère. Des doctorats à mobiliser aussi sur le projet, des partenaires, donc, dont j'en ai parlé.
un salaire que je savais pas négocier, donc moi on me dit bah tu vas faire la même chose, enfin non tu vas faire le double, le triple, le quadruple, mais pour le même prix. Ah bah oui d'accord. Et puis un budget à gérer, 56 000 € à gérer sur 3 ans, ça me paraissait énorme. Résultat des courses, je rentre pas dans le sujet parce que vous avez compris le périurbain je l'ai fait mais c'est pas ma cam. Résultat des courses. Je me rends spécialiste de la recherche action et de la participation parce qu'au final mes méthodes je les applique sur le périurbain, puis ça marche. Je sais gérer un budget de 56 000 €, donc je suis contente. Je rends 55 500 €. J'étais deg d'avoir oublié de dépenser 500. Et je sais un petit peu mieux négocier mon salaire, ça va mieux. Et je sais monter un projet de recherche, mais j'arrive pas à le gagner. Je perds à chaque fois. Et là, c'est justement le lancement de l'atelier TierLab comme espace de réflexion, puis espace de conception. On décide avec mon partenaire de s'associer, donc Gabriel et Salvia. Et c'est là où on commence à faire des projets de recherche. C'est pour ça, je sais les monter, je sais écrire. Alors on y va. Nous, ce qu'on voulait, c'était travailler sur les enjeux de migration. Toujours question de bidonville, migration, etc. On perd tout. Je me dis, ok, on perd tout parce que je mets migrants dans mon projet. Parce que mon projet, il est bon, j'ai une bonne note en Italie, j'ai A. Mais en France, j'ai B. Donc, je me dis, ok, il y a un petit enjeu politique là. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, c'est un peu comme la thèse sur les bidonvilles qui s'appelle Tiers foncier, on va faire un projet de recherche qui va pas s'appeler migrant, mais personne précaire. Voilà. Donc, du coup, on part à Briançon où il y a beaucoup d'enjeux autour de la migration. Et puis, en fait, personne précaire, tout ça, ça marche pas. Je me dis, non, mais on va utiliser le tiers foncier. Ça va marcher, je vais gagner. Parce que j'en ai vraiment marre de perdre, en fait. Parce que, 1, je sais pas comment je vais faire de la recherche parce que j'ai pas de poste. 2, j'adore ça, donc je veux gagner ce projet. Donc, du coup, je rédige ce projet avec Gabriel sur le tiers foncier, sur un site où il y a des enjeux de migration. Et là, on gagne. Trop bien. Donc ça, on le gagne avec un financement recherche. Donc on est post-doctorant à l'école d'architecture de Marseille. Et puis, en parallèle, je vous mets en parallèle un autre projet sur lequel on gagne par chance aussi. Enfin, c'était super. Je fais une conférence à un moment donné sur le tiers foncier. Et en fait, il y a une personne, un chef de projet Marseille Rénovation Urbaine qui est présent et qui se dit « Ouh là là, cette méthode, ça m'intéresse. Il me faut ça pour l'aménagement des friches de la Savine. » Et donc du coup on crée, il me tient au courant de la sortie du marché en me disant que il pense que ce serait une bonne chose que je réponde. Moi j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire marché public. Je lui dis oui peut-être, je sais pas. Et puis finalement je suis appelée par une autre personne qui me dit tiens il y a ce marché qui est sorti, est-ce que ça te dirait qu'on réponde ensemble? Tiens ça fait la deuxième personne qui m'en parle, alors peut-être que la vie me dit qu'il faudrait que je réponde. Ok, alors du coup on répond et puis on gagne. Donc Marseille Rénovation Urbaine, on gagne la requalification des friches avec Étienne Balland, Jérôme Mazas, Jean-François Ravon. Donc trop bien, on gagne ces deux trucs en même temps. Et là c'est cool parce que à gauche, on est sur de la recherche. On arrive sur le terrain. La mairie, donc on gagne un financement POPSU de l'État. La mairie de gauche nous dit, grosso modo, ah non mais dans le centre historique, y a rien à faire, hein. C'est pas intéressant de travailler là. Moi, j'ai un super projet de développement dans le bas de la ville où en fait j'ai plein de gros bâtiments, de logements et tout. On dit mon petit pépère, c'est moi qui ai gagné l'appel. Les sous, ils vont dans ma poche. Donc en fait, je fais ce que je veux. Donc grâce à la recherche, je lui dis non. On va travailler sur le centre historique. Donc je vous montrerai après que, alors là, il s'est complètement désintéressé du projet, ça l'intéressait plus, mais vous allez voir qu'il va revenir. À droite, par contre, l'aménagement des friches. On y va tout feu tout flamme, hein, jardin partagé, ça va être trop bien. Première réunion de concertation, Gabriel il ressort, il me dit ça s'est mal passé là. Oui, ça s'est mal passé. On s'est fait recevoir parce que on arrive dans un contexte très compliqué, avec des concertations qui datent. Ça va, les gens, ils en ont vu des gens comme nous, des professionnels qui vont leur faire des jardins partagés. C'est bon, la chanson, on leur a déjà faite. Puis nous, on se dit mais non, comme ceux d'avant, on va y arriver. Attends. Non. On n'y est pas arrivé parce que là, on s'est fait dépasser par l'institution. C'est quand même trop gros, Marseille Rénovation Urbaine. Alors là, on n'y retournera pas. Mais je vais pas vous raconter cette histoire ce soir. Je vais vous raconter plutôt Briançon. Donc, la permanence Briançon, c'est là où en fait on fonde notre méthode, quoi. C'est grâce à ce projet de recherche qu'on crée notre méthode. Le premier truc qu'on se dit, c'est on va aller vivre à Briançon pour comprendre comment ça se passe. On va faire, en fait, on n'avait pas trop fait le lien au départ, mais finalement la permanence architecturale de Bouchain. Donc on fait tout un relevé, on s'est fait tout le centre historique au porte-à-porte pour comprendre qui c'est qui habite là, comment, pourquoi. Et on trouve une étude
fait par Mélicinos, donc un grand architecte du patrimoine qui avait fait ça avant nous. Exactement la même méthode, mais on la trouve après, donc c'était trop bien. Et on met les deux cartographies côte à côte, 1980-2019. On s'aperçoit que bien sûr, il y a plus de résidences secondaires, ça on le savait. Bon, la vacance au final c'est à peu près la même. Et là, paf, gros résultat de recherche. En fait, la population entre 1980 et 2019, c'est la même. 500 personnes en 1980, 500 en 2019. Et là, on se dit, mais pourquoi ? Et on comprend qu'en fait, il y a eu de la construction de logements sociaux, de la transformation de casernes en logements sociaux, et qu'en fait, tous les gens qui ont vendu à des résidences secondaires au centre, qui font que ça donne un effet, les gens ils disent mais c'est mort, il y a personne qui habite ici. En fait, non, ils habitent juste derrière les gens. Alors là, on revient voir le maire et on lui dit là, on a un sacré résultat de recherche. On lui présente ça, on le présente aux habitants, scotché au plafond. Waouh! Et scotché au plafond parce que quand on est maire, en fait, 500 personnes sur une petite commune, ça fait quand même un électorat. Alors du coup, on se dit finalement, c'est plutôt intéressant leur recherche à eux. Alors du coup, on organise nos ateliers citoyens et puis là, ça y est, l'équipe municipale, elle est là. Elle est présente, elle nous soutient, c'est super. Donc on fait des ateliers citoyens où on discute, c'est quoi l'avenir, etc. Il y a des idées de projets qui émergent. Et là, on met en projet les idées dans le cadre d'un workshop avec des étudiants pour susciter le débat avec les habitants, avec la municipalité. Là, 100 personnes dans la salle de mariage qui viennent voir notre présentation. Bon, une semaine magnifique avec des gens extra. Et là, les habitants, ah oui, monsieur le maire, vous qui êtes là-bas, on veut ça en fait. Donc monsieur le maire, il dit, ah d'accord, surtout qu'il y a les élections l'année prochaine. Donc, il dit, d'accord, on va faire... je vous ai zappé une partie de l'histoire, mais je vais vous la raconter. Donc du coup, il dit, d'accord, alors on va faire un tiers-lieu dans la bibliothèque que j'ai intelligemment déplacée dans la ville basse pour contribuer à la revitalisation de ma ville basse et sans penser à ma ville haute parce que du coup il y a le centre historique en haut et la ville basse en bas. Donc du coup on dit tiens, dans la bibliothèque on a un beau bâtiment, il a pas de problème morphologique, t'as un problème de programmation évident pour revenir à mon tiers foncier de tout à l'heure. Donc on va faire un projet de tiers-lieu. Là super engouement, tous les acteurs associatifs au taquet et les migrants reviennent, heureusement, en fin de projet quand même. On fait tout un tiers-lieu solidaire avec du coup des associations qui sont porteuses d'inclusion, etc. Donc un joli projet. Et là, on passe de la recherche à une assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc c'est ce qui nous permet de lancer l'agence. Parce que du coup on dit là stop, c'est plus la recherche, vous avez besoin d'une expertise. Donc nous ce qu'on peut faire c'est une assistance à la maîtrise d'ouvrage pour vous accompagner sur ce projet si vous le souhaitez. Donc ils disent oui parce que du coup ils nous faisaient confiance et ils étaient quand même à la limite sur ce projet de leur zone de confort. Donc du coup ils décident de continuer avec nous avec la casquette professionnelle. On avance ensemble pendant l'année Covid, vient 2020 les élections et puis là scission de la gauche, donc la droite passe. Donc du coup le projet de tiers-lieu solidaire en fait c'est pas trop leur came. Donc tant pis, c'est fini. Alors les habitants là ils sont deg. Donc du coup il se passe deux choses. Un, il y a un collectif habitant qui se monte et qui va interpeller tous les mois la municipalité. Deux, il y a toutes les associations qu'on avait rassemblées qui se consolident ensemble et qui vont chercher un mécène et qui ouvrent un sanatorium où ils font le tiers-lieu, en fait. Donc du coup, là, en termes de résultats de recherche, c'est assez incroyable parce qu'il y a quand même une réappropriation des dispositifs qui se créent et du coup, au final, grâce à l'association des habitants, le tiers-lieu institutionnel continue. Il nous dit peut-être que ce serait pas mal de faire le musée de l'armée. Oui, on va faire ça. Donc, du coup, il relance un appel à projet. Là, il y a une mise en concurrence. On répond, on gagne. Malgré tout. Quand même, la droite, finalement, veut bien bosser avec nous malgré tout. Donc, c'est qu'on a été bon. Et on commence à travailler sur ce projet, puis ça avance pas trop. Les avancées, c'est moyen. Et finalement, en fait, c'était plutôt une petite mascarade pour faire croire à l'association des habitants que ça allait avancer, mais finalement, le projet est tombé à l'eau. Donc, fin de l'histoire, il n'y aura pas de tiers-lieu à Briançon porté par la mairie. Mais espérons que cette histoire portera ses fruits dans un autre contexte politique.
Ensuite, donc du coup, tout ça pour dire que Briançon, ça nous a permis de créer cette méthode de recherche qu'on a ensuite transposée à Breil-sur-Roya, où on a fait exactement la même chose et on a accompagné derrière la municipalité sur des lancements de marché. Là, on n'est pas allé nous en expertise professionnelle parce que c'était des sujets qu'on maîtrisait pas et en plus, ça pour nous ça s'arrêtait à la recherche. Ils avaient besoin d'autres professionnels et on fait aussi, on réinvestit cette méthode là sur une recherche sur le train dans la vallée de la Roya où on a fait pareil en fait tout un carnet d'usage de la ligne de chemin de fer passé, présent, futur. Et en fait, on base tout le temps notre travail sur cette idée de faire un relevé à la fois des formes et des usages ensemble. Donc je vous montre ces deux exemples parce qu'il y en a un, Breil-sur-Roya, c'est finalement exactement la même histoire que Briançon, sauf le contexte politique, etc. Et l'autre, c'est un autre sujet, donc le train à une échelle complètement différente. Ce que je voulais dire par là, c'est que parfois on minimise, enfin pas qu'on minimise, mais disons que ce qui est important dans Briançon que moi j'ai appris, c'est qu'en fait le politique, voilà, c'est aussi un autre gros acteur, enfin comme tu le disais Billy, qui dirige, qui paye et qui décide. Et là-dessus, je trouve que la recherche, elle permet, donc sauf bon le cas de Briançon où du coup on a dû tout recommencer à zéro avec la mairie de droite et ça a pas marché, mais en tout cas la recherche, le fait de pouvoir tenir le cap et de dire non, on va travailler là-dessus, ça a quand même complètement remis les feux des projecteurs sur le centre historique. J'ai pas trop regardé l'heure, Quentin, j'en suis... Ah ouais, c'est sport. Bon, alors, du coup, je vais vous raconter comment dans l'agence, en fait, tout ça, finalement, ça prend forme. Parce que vous voyez, du coup, on a construit l'agence, la recherche un peu en même temps. Et là, je vais vous parler d'un premier projet à Martigues. C'est un hall de cinéma. Donc, on a été appelé par la mairie de Martigues. C'était un contexte, en fait, de promotion immobilière, mais où le hall dessiné par l'architecte du promoteur était assez classique. En fait, ça ressemblait à un hall de cinéma. Voilà. Sauf que la municipalité, elle voulait un autre hall de cinéma, en fait. Ils savaient pas exactement ce qu'ils voulaient, mais ils voulaient autre chose. Donc, du coup, ils voulaient qu'on travaille avec les gens qui allaient être dans le cinéma. Donc, du coup, ils viennent nous chercher. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait comme d'habitude, en fait. On fait de la recherche, finalement. On dit, en fait, on va déjà un peu définir les usages. Ça va être quoi, les usages de votre cinéma ? Donc on organise plein d'ateliers avec du coup l'équipe de gestion du cinéma qui lors d'une conférence il y a pas longtemps a appelé ça une thérapie de groupe. Donc ça m'a beaucoup flatté qu'ils disent qu'ils avaient eu l'impression d'avoir une thérapie de groupe. Donc en fait on commence à défricher plein de sujets et vous allez voir l'effet thérapeutique, je vais vous le raconter juste après. Jusqu'à arriver à une image, enfin là on revient dans quelque chose d'assez classique mais assez classique, mais ici en fait il manque un truc hyper important dans cette image, c'est la banque d'accueil, qui n'est pas dessinée. Elle n'est pas dessinée en phase AVP, je pense quand même. Donc du coup, on est assez avancé dans le projet. Pourquoi elle n'est pas dessinée ? Parce qu'en fait, il y a un gros débat entre l'équipe municipale qui ne veut pas de banque d'accueil parce qu'elle trouve que le rapport de la personne qui vend les billets, l'autre qui reçoit, ça lui plaît pas. Il voudrait quelque chose de plus fluide, voilà, quelque chose qui soit plus échange, convivial, partage. Et de l'autre côté, j'ai Jean-Michel qui est du coup la personne qui accueille les gens et en fait Jean-Michel ça fait 20 ans qu'il bosse là, ça fait 20 ans qu'il a sa machine à gauche, sa machine à droite, son écran en face, et en fait, c'est hors de question qu'on ne fasse pas ça. Que ce soit clair. Là, je dis, ok. Alors, à gauche, il veut pas de banque d'accueil, et l'autre, il me veut une banque d'accueil tout nickel, la même qu'avant. D'accord. Et ben, on va faire autre chose. Du coup, on leur fait une séance de projet en ligne avec la modélisation SketchUp là, où on leur met la banque d'accueil en plein milieu du hall. Oh là, tous ils disent ah non on veut pas ça. Je dis bon bah d'accord, vous voulez pas la grosse banque d'accueil au milieu du hall, pourtant c'est sympa un petit kiosque là en plein milieu de votre hall. Ah non. Bon d'accord. Donc on la réduit. Puis je leur dis bon bah peut-être si vous avez vraiment pas envie de quelque chose d'imposant, on a qu'à la mettre sur roulette. Alors on met des roulettes. Ah oui, c'est pas mal la banque d'accueil sur roulette, l'équipe municipale. Ah bah oui, parce que comme ça, si on n'en veut plus, on la vire. Ouais, c'est ça. Jean-Michel, ouais, d'accord, mais bon, on peut bloquer les roues. Oui, on va bloquer les roues. Ok. Bon, mais du coup, comment ça va se passer ? Je dis, t'inquiète pas, à l'intérieur, on va le travailler ensemble, ça va bien se passer. T'inquiète pas. Ok. Et là, y a un petit enjeu aussi sur les personnes à mobilité réduite.
parce que du coup faire une banque d'accueil c'est aussi ça, il faut que ce soit inclusif et pour tous. Et donc du coup là on se dit en fait on va faire 2 objets comme ça, si on a besoin d'un, de l'autre, enfin on fait une table qui accueille les personnes et puis on fait un meuble là, celui que vous avez en face, où il y a le matos informatique. Voilà. Et ça, le bureau de contrôle, on le travaille ensemble et il nous dit oui c'est bon, ok ça marche, super. Donc on a la banque d'accueil qui correspond aux envies de tout le monde. Le truc génial, c'est que aujourd'hui la banque d'accueil, on l'a livrée à Jean-Michel. En fait, ça n'allait pas à droite, à gauche, sa machine, et puis le tiroir, il allait pas bien. Et quand on lui a livré la banque d'accueil, moi je lui ai dit dans l'oreille, Jean-Michel, l'intérieur, il est à toi en fait. Du coup, si tu veux scier le métal, tu le scies. Et si tu veux mettre un tiroir en plus, tu le mets. Ah, il a fait. Donc j'ai pas de photo encore de l'intérieur, mais pourquoi c'est thérapeutique ? Parce qu'aujourd'hui, Jean-Michel, avant qu'on fasse ce projet, c'était quelqu'un de très taciturne et un petit peu, assez taciturne. Et en fait, me disait le directeur du cinéma que depuis qu'il a ce projet, il a été vraiment très heureux en fait de venir au travail et que ça se voyait aussi sur toute l'équipe de l'équipe du cinéma et que c'est lui en fait, on a fait une erreur architecturale que je vais vous montrer ici. Là, on a fait une plainte en retrait. Alors ça, vraiment, c'est un délire d'architecte qui ne sert absolument à rien, qui fait qu'en fait, la plainte ne sert à rien puisque ce qui s'abîme, c'est évidemment le retrait, puisque la plainte, en fait, ça sert à justement protéger le mur. Mais bon, on est jeune, on est inexpérimenté, et du coup, c'est Jean-Michel qui repeint tous les 3 mois cette erreur architecturale. Donc, pour dire que voilà, on a réussi en mobilisant tout un vocabulaire de rideaux, d'un tapis au sol. Enfin, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais en tout cas, on a essayé d'être au plus près des usages, que du coup, ils l'ont senti, ils se sentent chez eux, et maintenant, c'est eux qui prennent soin du lieu. Et du coup, pour continuer cette démarche de recherche, en fait, un jour, j'ai une amie qui m'appelle et elle me dit, écoute, Marion, là, ça va pas du tout. J'ai ma fille, elle cherche un stage dans une agence et puis elle a 16 ans, là, je sais pas où la mettre, personne la veut. Moi, j'avais pas d'agence en fait à ce moment-là, j'avais pas de lieu. Du coup, je lui dis écoute, tiens, me vient une idée, très bonne idée, viens. Allez, je la prends et en fait, je la mets en permanence 15 jours au cinéma. Elle passe sa journée là et puis elle dessine tous les usages. Je lui demande de me faire un carnet d'usages pour que je puisse comprendre ce qui marche bien et ce qui marche pas. Et c'est là que du coup, j'ai su pour Jean-Michel Laplainte. Enfin, c'est elle qui m'a beaucoup alimenté tous ces récits. Elle m'a expliqué là où il y avait plein de choses qui marchaient pas. Du coup, je l'ai fait remonter à la mairie, etc. Donc ça, c'est une manière. C'était une manière de faire de la pratique dans une démarche de recherche. Voilà. Et puis ensuite, j'ai demandé aussi au cinéma de m'envoyer des photos de comment ça marche et pour voir si ça marchait vraiment. Et du coup, c'est exactement les usages qu'ils souhaitaient. Donc ça, on est plutôt, à part la plainte en retrait et autres détails, ça marche. Je vais maintenant vous parler d'une autre chose. Je vais un tout petit peu déborder, mais je vais essayer d'aller vite. Je suis par ailleurs du coup chercheuse aux Arts décoratifs de Paris. J'ai été recrutée par Agathe Chiron et Jean-Sébastien Lagrange, qui sont tous les 2 designers il y a 2 ans, sur le logement, une chaire de recherche sur le logement étudiant. Et donc il se trouve que il y a 1 an, par hasard, m'appelle le service du patrimoine du Crous d'Aix-Marseille, et en fait je sortais d'une réunion avec les Crous. Du coup, je pensais qu'il m'appelait par rapport à ça, par rapport à la recherche. Et en fait, non, il me dit, voilà, j'ai vu dans votre agence que vous faites des choses participatives, etc. Nous, on va lancer un marché de création de tiers-lieux et on essaye de diffuser notre appel à des agences comme les vôtres. Donc, il y en a plusieurs et on aimerait que vous y répondiez parce qu'on veut de la participation. Donc du coup, je dis ok, mais vous m'avez pas connu par la recherche. Non, pas du tout, par la maîtrise d'œuvre, par votre agence, réseau de connaissances. Donc du coup, on vous signale juste qu'il y a un appel qui sort. Je dis ok, je propose à Gabriel parce que moi dans l'agence, je suis pas maître d'œuvre, je suis plutôt celle qui fait la programmation, les usages, et puis lui, il fait les chantiers. Il me dit oui, ça m'intéresse. Du coup, on répond en fait à un marché du coup avec deux tiers-lieux. Et 2 tiers-lieux en un. Bon, on savait pas si ça allait marcher, mais on fait une équipe, on répond. Et puis en plus, moi je dis à l'équipe, en fait, moi je veux pas aller sur un projet où on va pas y arriver en fait. Du coup, il faut une maîtrise d'ouvrage qui soit chouette comme à Martigues, parce que je veux pas me farder une maîtrise d'ouvrage qui n'est pas chouette comme à Briançon. Donc du coup, je vais
à l'oral et je leur dis alors moi il y a un truc, si on bosse avec moi c'est il y a le temps, il y a le budget, il y a la qualité. Si vous tirez sur le temps et le budget, il y aura pas de qualité en fait et ça je fais pas. Ah bah du coup le service du patrimoine il me regarde, ah bah ça me parle ce que vous dites. Et bah tant mieux. Tant mieux, ce sera ça. Et du coup bah au final on gagne avec ce truc là. Ça les a rassurés en fait de leur dire que finalement si on mettait le temps et l'argent ça allait le faire et que sinon ça n'allait pas le faire. Donc du coup on gagne et là on a les deux lieux en parallèle et donc moi je commence par dire grâce à tout le bagage que j'ai sur la recherche aux Arts Déco qu'il faut d'abord faire un panorama des acteurs pour comprendre où est-ce qu'on met les pieds quoi. Parce qu'en fait, le Crous, c'est très compliqué. Je sais pas si vous connaissez, mais il y a une direction générale, il y a un service de la vie étudiante, il y a un service du patrimoine, il y a un service de restauration, il y a un service financier, il y a un service technique, il y a des directeurs de résidence, il y a des agents techniques et d'accueil. Et tout ça, en fait, c'est un écosystème où si on le comprend pas, on plante le projet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, derrière, quand ils vont recevoir le projet, bah s'il n'y a pas d'animation du lieu, il va être fermé. Si on sait pas comment le nettoyer, ça va pas le faire. Enfin, tout ça, en fait, il faut l'avoir en tête. Donc, on commence par les gazelles. Et alors, gazelles, les doigts dans le nez. Super. Je fais l'apéro pizza avec les étudiants. J'ai une trentaine de personnes. Je leur montre des références. Ils trouvent ça super. Le service de la vie étudiante, tout le monde motivé. C'est plié, on identifie les usages, alimentation et tout, on passe au projet avec les dispositifs, on fait le chantier. Ah oui, juste, là on se dit, à Martigues c'était bien, mais quand même le réemploi, on a merdé quoi, on n'a rien fait. Donc on se dit là, on va se challenger un peu. Donc du coup, on se challenge un peu sur le réemploi. On mène des batailles avec le bureau de contrôle pour utiliser des vitres recyclées. On travaille avec les Martiens qui sont là d'ailleurs, qui récupèrent tout un mobilier en bois et qui réussissent à le valoriser dans le nouveau mobilier. Donc du coup, voilà, ce projet. Il y a quelque chose d'assez fluide qui se dessine, ça fonctionne, à part les quelques batailles réemploi. J'appelle Safa, qui est là, parce que je ne trouve pas comment faire accepter à mon bureau de contrôle ces vitres. Finalement, j'y arrive. Tout va bien. Je pars à Galina, donc à Marseille. Alors là, ça va pas du tout, le panorama des usagers. Je me fais défoncer, déjà. D'accord. Je comprends que les gens sont en souffrance dans ce lieu. Donc ça, c'est clair. Pourquoi ? Je comprends qu'en fait, l'agente d'accueil qui est là depuis 30 ans travaille tous les jours sans lumière. Je me dis, oula, santé mentale pas bon. Je comprends que en fait, ils sont hyper dans un espace hyper maltraitant, sans lumière. Ça, c'est le hall où en fait, il y a pas de correction acoustique, il y a pas de lumière, c'est l'enfer. En fait, les agents vivent un enfer au quotidien. Je me dis, d'accord. Ils ont hyper peur. Parce qu'ils sont à la Timone, du coup ils ont trop peur des intrusions. Enfin, vraiment, il y a rien qui fait que je décèle une opportunité de faire projet. Je dis ok. Je fais attendez, pardon, je passe à ça. Non, oui, c'est ça. Donc je me dis ok. Alors là, je vais voir le Crous, le service du patrimoine, et je lui dis moi je vous conseille qu'on prenne 6 mois de retard en fait, parce qu'on va pas y arriver sur ce projet. 6 mois, c'est un peu dur de faire avaler la pilule parce que vous savez que les budgets dans les institutions, c'est 2022, faut dépenser. Après, c'est 2023. Je lui dis, va falloir faire un report de budget, parce que sinon, votre lieu, ça va pas marcher, là. Je leur dis, par contre, on va mettre une permanence architecturale, là. Du coup, je vais chercher un Maury Durup, un étudiant qui te fait faire son stage, et on le met en permanence 2 mois, là, aux côtés des agents. Joël, l'agente d'accueil, commence à se transformer et à avoir des idées. Il commence à fluidifier tout ça, l'effet de la permanence architecturale, trop bien. On fait l'atelier étudiant. Là, les étudiants arrivent, autant alors aux gazelles, je leur montrais mes références, il y en avait des bobos et tout. Ah ouais, super, l'épicerie alimentaire, l'épicerie solidaire, trop bien, puis là, petit concert, machin. Là, ils me regardent, ils me font, ça, c'est quoi ça? C'est un café pour filles? Pour bobo, là? Non. Non, ça nous plaît pas du tout, quoi. Ok. Et vous voulez pas un petit espace pour faire des concerts, piano? Ah non. Non, en fait, toi, t'as pas compris, toi. Dis-toi, tu dois aller dans la résidence de Cornille. Cornille, c'est trop bien. On a la PlayStation, on a des canapés, on a tout ce qu'il faut à Cornille, en fait. Donc ça, c'est Cornille. Ça, c'est ça qu'ils veulent. Donc je dis, ok, ça va.
Et puis il nous faut du sport. Enfin, il commence à voilà. Donc du coup, je suis pas du tout face à la même perception, enfin aux mêmes personnes, parce que c'est des étudiants qui sont beaucoup plus jeunes. En fait, ils ont tous 17 piges. Du coup, ils bouffent des pizzas et puis ils ont pas du tout envie d'aller au théâtre, quoi, pour l'instant. Et du coup, ça leur parle pas du tout ce que je leur raconte. Et eux, ils me parlent de ça, de leur réalité. Ils ont aussi, pour certains, c'est du 9 mètres carrés, donc c'est des tout petits logements. Et certains sont dans des situations de précarité importantes. Je le perçois parce qu'à la fin de l'apéro, ils repartent tous avec toutes les pizzas. Donc du coup, je me dis, ok, précarité. Donc je dis, d'accord, on a bien fait de faire une permanence de 2 mois et on a bien fait de ne pas faire le projet tout de suite parce qu'on ne va pas faire le projet en fait. Et là, je leur dis, à la maîtrise d'ouvrage, en fait, on va pas faire le projet de tiers-lieu tout de suite. Vous avez d'abord besoin d'un schéma, d'un plan directeur en fait, parce que vous m'avez demandé de travailler là-dessus, mais là vous avez trop de problèmes. Il faut travailler sur tout votre hall pour travailler là-dessus. Et donc là, en fait, c'est là où avec Billy ça se répond aussi, parce que avec ce bras de fer des méthodes et aussi toute l'expertise que moi j'avais à Paris, ils m'ont dit mais oui en fait, on n'y a pas pensé, mais oui. Je leur dis, en fait, ça s'appelle la programmation. Et ça, c'est un autre métier aussi dont on parle pas assez et qui est souvent pas assez valorisé. Mais là, tout ce dont je vous ai parlé de ce que je fais moi, en fait, avant que Gabriel prenne la main sur les phases AVP, Pro, etc., c'est de la programmation. Donc, pour l'instant, on le fait en masqué, au final, parce que c'est pas valorisé dans les appels. Mais c'est juste que moi, je peux pas, en fait, répondre à la commande. Quand il me file une commande de tiers-lieu, c'est quoi un tiers-lieu, en fait? Il y a quoi dedans? Je peux pas mettre 4 canapés. Je dois comprendre pour qui je fais les choses. Et donc, du coup, il y a un des enjeux sur lesquels on essaye de se battre avec ma collègue Agathe, justement, c'est de dire, il faut des missions de programmation en amont, en fait. Et c'est ça qui outille aussi les maîtres d'ouvrage. Parce que les maîtres d'ouvrage, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils soient bien outillés pour pouvoir, donner écrire les bons marchés derrière, en fait. Et donc voilà. Là-dessus, c'était un combat. On l'a gagné. Et en plus, le Crous, du coup, s'en est rendu compte et, a rémunéré cette phase qui n'était pas prévue au marché. Et donc derrière, on a pu continuer sur le tiers-lieu. Et derrière, ils ont monté eux de leur côté toute une stratégie pour faire un escargot comme ça. Et du coup, travailler le tiers-lieu, puis une salle de culture, puis des espaces de travail, puis des espaces résidents, puis des espaces agents, puis le hall. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Après, c'était tout ma recherche sur les arts décoratifs. Mais en gros, juste pour vous dire, on travaille du coup sur le logement étudiant où on fait de la recherche avec des expérimentations à échelle 1. Donc, on fait du projet. Mais toute la différence entre... je vais conclure là-dessus, en fait. Mon père, il me disait hier, je lui racontais ces 2 projets. Je lui racontais le Crous en prestation et je lui racontais ce que je faisais à Paris. Il me dit, mais je comprends pas la différence, en fait. C'est quoi la différence entre ta recherche et ta pratique, quoi? Je dis, oui, c'est un peu compliqué, je suis d'accord. Mais dans la recherche, en fait, je n'ai pas de commanditaire. Je fais un projet de recherche, je suis payé par un acteur tiers et du coup, ceux qui reçoivent la recherche, le territoire qui reçoit la recherche, il doit tester ce que je décide quelque part. On le décide ensemble, il faut que les fourmis soient d'accord. Mais il a pas la main sur moi, en fait. Si j'ai pas envie de faire, je fais pas. Dans le cadre de la prestation, c'est différent. Je suis obligée de faire. Mais si j'utilise les bons outils et que j'arrive à me démontrer que ma manière de faire, elle est meilleure, des fois, j'arrive à lui faire changer ça. Du coup, voilà, je voulais dire que on essaye de faire des recherches en y mettant de la pratique, comme là, on fait des vrais projets à échelle 1, et de la pratique en ayant des démarches de recherche réflexives. Et du coup, si je dois dire ce que je suis aujourd'hui, puisque j'ai pas le droit de dire que je suis architecte, je trouve que d'abord, on met un peu la casquette, on dit ça avec Agathe, que d'abord on est des enquêtrices, on prend la loupe et on regarde tout ce qui se passe, et après on est des ostéopathes, parce qu'on vient parfois agir sur le genou, alors que la demande, elle était sur le dos. Voilà. Merci. Nous allons passer aux questions-réponses. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ? Merci à tous les deux déjà pour cette brillante présentation et cette diversité que vous offrez aux étudiants qui sont là dans la pratique du métier. J'ai une petite question pour Billy, du coup. Enfin, j'ai 2 questions en fait pour Billy.
il y a une opération, je crois, qui est avancée, qui est en cours. Est-ce que tu peux nous dire si le résultat de cette boîte à outils que vous avez mis en place est à la hauteur de vos espérances? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un pourcentage de logements qui ont été réellement transformés, mais pas juste la cuisine comme ci comme ça, mais vraiment sur les volumes, etc. Ça, c'est la première question. Est-ce que tu as des chiffres précis sur le nombre de logements transformés véritable? Et la deuxième question, c'est comment vous valorisez l'espace, les mètres cubes, quoi, parce que c'est compliqué dans le logement courant qui est aujourd'hui un produit, on parle de mètres carrés, mais on parle jamais de hauteur, et on vend parfois des logements à 2,40 m. Donc comment vous valorisez ça? Oui, alors je vais répondre aux deux questions. La première, elle est assez simple. Alors encore une fois, la première opération qui est en cours de commercialisation et dont on va lancer le chantier si tout va bien ce mois-ci, en tout cas très vite, qui est donc dans le 5e arrondissement de Marseille, c'est celle que j'ai montrée, l'idéal. On est à un taux de commercialisation qui est à peu près la moitié, on va dire, bon gré mal gré. On a eu des retraits, des choses, il s'est passé plein de choses sur les taux d'intérêt depuis la fin de l'année, vous avez suivi ça. Donc ça veut dire beaucoup de choses sur l'immobilier, hein, ces petites choses invisibles. Alors c'est vraiment un peu la question clé, parce que finalement, si on fait plein de choses, et qu'on le propose, est-ce que les gens en veulent? C'est vraiment la vraie question. Alors la première réponse que je ferai, ça répondra pas du tout à la question, mais c'est les gens veulent quelque chose si on sait leur vendre. Mais c'est vrai, j'y crois vraiment. Et je sais pas si vous avez déjà lu les enquêtes qui sont très belles qu'ont fait Apple avant de sortir le premier iPhone dans leur premier bassin de chalandise qui est San Francisco, où il y a toutes leurs cibles parfaites, voilà, vraiment leurs cibles, ils sont là, quoi. Ils disent aux gens, et on est à quelques semaines du lancement du premier iPhone, donc il y a déjà des bruits qui courent, etc. Ils disent aux gens, est-ce que vous voudriez un outil qui soit à la fois un téléphone, ok, mais qui soit aussi un petit ordinateur de poche avec des applications qui vous permettent de réserver un restaurant, voilà, avoir une cartographie embarquée, je me rappelle plus ce qu'il y avait dans le premier iPhone, faire téléphone, je sais pas si c'était le cas, etc. Et les gens disent à 95% non, franchement non, j'ai un téléphone, ça marche très bien, si j'ai besoin de regarder la carte, je vais sur internet, donc non. Et force est de constater que ils ont créé un besoin qui était inattendu. On ne voulait pas d'iPhone. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre sans ce type de téléphone. Donc je dirais, l'architecture, c'est pareil. Quand on dit à quelqu'un, est-ce que tu veux un duplex? La première réponse, non. Mais en réalité, combien de gens ont déjà vécu ou vu un duplex? Alors, je parle même pas de triplex. On avait regardé, nous, qu'en France, je crois que c'était en 2017, je vais pas dire de bêtises, ou 2018, le nombre de triplex qui avaient été construits dans le neuf, dans toute la France, dans toute l'année. Il y en avait 3. En neuf, il y avait 3 triplex. Ça veut pas dire que... Alors, l'idée des promoteurs, c'est non, mais personne n'en veut. Mais les gens ne veulent pas si on leur pose pas la question. Donc je vais venir à ta question, Rémi. En vrai, les gens personnalisent assez peu. Pourquoi? Parce que on leur propose en base, et on l'a montré un petit peu rapidement, des typologies qu'on trouve quasiment nulle part ailleurs. Ne serait-ce qu'un simplex asymétrique avec un parcours architectural qui combine, on va dire, un panoramique avec un traversant, c'est très rare, hein, c'est quand même assez rare. Et ensuite, des duplex asymétriques où on a ça mais dans tous les sens, c'est encore plus rare. En fait, je pense qu'il y en a vraiment très peu, et ceux qui existent sont dans la réhabilitation, donc on ne les voit pas. Et donc les gens sont quand même assez attachés à des choses qu'ils ont vues. On a des petites vidéos sur nos réseaux sociaux, vous pourrez les regarder. Sur les vidéos des réseaux sociaux, ils viennent nous voir en disant j'aimerais bien avoir celui-là, il est trop cool. Premier constat, la personnalisation. Donc la personnalisation de type 3, celle où on personnalise complètement l'intégralité, on nous l'a demandé 2 fois et on l'a converti en réservation 0 fois. Donc 0%. La 2, celle où on a un volume existant et à l'intérieur on personnalise, on nous l'a demandé à peu près, je dirais on va dire 25%, un quart des fois, et on est allé au bout je dirais sur 5% des fois. Le reste, c'est des volumes collection, avec aménagement collection. Mais, nous, ce qu'on dit, c'est par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un T4? Est-ce que c'est une surface qui vaut pour T4? Ou est-ce que c'est le fait d'avoir la possibilité d'avoir 4 pièces de vie? Et surtout, si c'est d'avoir 4 pièces de vie, 4 pièces de vie, ça peut très bien se faire dans un 2580 mètres carrés. Je vous garantis, ça marche très bien. C'est grand, mais ça marche. On peut mettre 4 pièces de vie dans... De la même manière, on peut vivre dans un T4 comme dans un T2.
Moi, par exemple, je vis dans un T3 comme dans un T2 parce que j'ai pas d'enfant, quoi. Mais donc, mais pourtant, j'y vis bien. Et donc, cette vraie appétence, elle est sur l'atypicité, je sais pas si ça se dit, des espaces, d'une part, la qualité architecturale, et finalement cette espèce d'idée de maison d'architecte superposée. Donc, on vient nous chercher en priorité sur ça. Et ensuite, il y a un truc qui séduit les gens, qui par contre, si tu veux, est peut-être moins chouette à dire, mais qui est vrai. C'est la notion de réversibilité pour des aspects extrêmement pragmatiques. Parce que tu irais et ça m'amènera sur la deuxième question, tu irais sur un duplex asymétrique, tu te dirais, bon, il est cool, etc., mais est-ce que je peux vraiment le revendre, quoi? Le duplex asymétrique que je montrais tout à l'heure, et que vous pouvez retrouver facilement en ligne, il a 5 possibilités d'accès. On peut y accéder de 5 manières différentes. Il a, si je dis pas de bêtises, 6 gaines possibles. On peut s'y connecter de 6 manières différentes. Et c'est que des piquages. Il y a pas, les réseaux sont pas, il a aucune incorpo de partout. Donc on peut en faire un peu ce qu'on veut. Et ça m'amène à la deuxième partie. Quand on achète aujourd'hui un duplex double hauteur qui serait statique, donc c'est la notion de dynamique. En fait, je pense que les lois sur la copro datent de 65. Avant, il y en avait, c'était mal foutu. Et après, on s'est toujours dit qu'une copro c'était ça. Aujourd'hui, dans une copro, un lot égale un appartement. Donc si vous avez un appartement qui est comme ça, que vous le modifiez avec votre voisin, supposons qu'il n'y a pas de mur porteur ou que vous faites des reprises en sous-œuvre, vous changez l'état descriptif de division. Vous devez avoir l'aval de la copro, c'est un sacré bordel, et vu un peu l'ambiance de frayeur qui est liée malheureusement aux écroulements, aux choses comme ça, un peu tragiques, les gens, plus ça ira, plus ils vont s'y opposer. Nous, ce qu'on dit, c'est précisément que le luxe, c'est l'espace, et que la notion de ville, comme j'ai essayé d'expliquer, n'a pas à être statique. Donc, quelqu'un qui a, par exemple, on va reprendre un duplex avec une double hauteur, il a un nombre de tantièmes qui est défini. À l'intérieur du bâtiment, on va dézoomer un peu, le nombre de tantièmes final et le nombre de lots qui est déposé aux hypothèques est statique. Il y en a de mémoire 64. Il y a 64 lots, il n'y en aura jamais un de plus. Mais ces lots peuvent se combiner de la manière dont on le souhaite, d'une part, sans avoir à passer par la jet de copro. Donc aujourd'hui, par exemple, tu as 6 lots qui font un appartement. Demain, tu en ajoutes 2, dessus, dessous et tout. Tu n'as rien demandé. Tu demandes à ton voisin, simplement, vous faites votre tambouille et c'est bon. Et pour ce qui concerne les tantièmes, tu achètes, en fait, du volume. On n'a pas le droit de le dire, mais on fait la première copropriété évolutive de France, on en est très fiers, qui est sous la loi de 65, qu'on nous impose. C'est pas un découpage en volume, c'est pas une copro statique, c'est pile poil entre les deux. Et donc l'idée c'est quoi? C'est de dire, j'achète un duplex avec une double hauteur, j'ai les mêmes surfaces de plancher initiales à l'instant T0, juste avant qu'on me donne les clés, que n'importe qui d'autre. Le plancher s'enlève juste après que je sois rentré. Et en réalité, j'ai le même nombre de tantièmes. C'est-à-dire que je paye peut-être plus cher en matière de charge par rapport au mètre carré, mais j'ai les mêmes droits et jamais je ne créerai de surface supplémentaire puisqu'elle est déjà prévue. Donc au mètre carré, j'achète plus cher, et encore une fois, le luxe c'est l'espace, mais j'achète la possibilité d'un futur qui soit autre. Par exemple, si j'ai une famille nombreuse, je peux remettre un plancher ou des choses comme ça. Donc voilà, j'ai essayé de répondre. Bonsoir, merci déjà vous deux. J'avais une question, enfin j'avais deux questions. Pour vous Billy, la première c'est déjà est-ce que on est dépendant du béton du coup pour ce genre d'espace capable et est-ce que du coup aussi le fait qu'il soit capable ça veut dire surdimensionner et des fois surutiliser la matière et ma deuxième question c'était le concept de pouvoir personnaliser son appart comme c'est Nike sur internet, c'est trop cool parce que quand il y a page blanche on peut faire ce qu'on veut, mais une fois que tout le monde a sa petite boîte, comment on arrive à dire en fait ouais mais lui il va partir mais que dans 5 ans, ici il y a une grand-mère mais elle va mourir et on attend qu'elle crève pour pouvoir agrandir l'appart. Enfin, du coup c'est à dire que sur le papier quand c'est page blanche c'est trop cool, mais une fois que les gens y vivent, comment ça marche? Alors je vais commencer par votre deuxième question, merci. Pour répondre à votre deuxième question, moi je pense que, pour paraphraser Hannah Arendt, c'est pas la notion de liberté, mais c'est la notion de liberté d'être libre. C'est-à-dire, nous, on dit pas que les gens vont le faire, ni même que à un moment donné de l'existence du bâtiment, ils vont pouvoir le faire, pour la raison que vous évoquez. Si la personne d'à côté est là et ne veut pas bouger, on peut pas la chasser, quoi. Par contre, on offre la possibilité de faire. Là où ça serait pas possible dans aucun cas, à moins de travaux drastiques et d'un espèce de consensus que j'évoquais tout à l'heure, en fait, nous, on offre la possibilité de le faire. La possibilité de faire quelque chose en ville, c'est ce sur quoi on réfléchit pas.
Et moi, je pense que réfléchir à un champ des possibles, c'est beaucoup plus puissant que de réfléchir à ce que les choses se font ou pas. Et en réalité, c'est un rapport à la liberté dont on parle, parce qu'une copropriété ou un immeuble, c'est une petite société humaine. Dans votre cas, par exemple, vous êtes libre d'avoir des actions en ville, de vous comporter d'une certaine manière, mais vous ne le faites pas tout le temps. Vous n'êtes pas en train de vous déguiser tout le temps. Vous avez le droit de vous déguiser, mais vous le faites pas. Mais si vous vouliez le faire, parce qu'il y a un copain qui fait un bal costumé, vous pourriez. C'est ça la liberté. Donc, si on pouvait, on aurait l'opportunité de le faire. Et pour revenir à l'autre question, je pense qu'il y a un espèce de petit débat sous-jacent en ce moment que j'observe en tout cas, et on me le rapporte depuis l'école d'archi, des choses comme ça, qui est un débat autour de la matière. Et le béton, c'est le grand ennemi du débat autour de la matière. Mais la matière, c'est pas juste une nature, c'est une fonction et c'est une quantité. Je vais vous donner un exemple. Un cube de 10 cm par 10 cm de béton, c'est quand même beaucoup moins de matière que 33 millions de mètres cubes de terre cuite. C'est moins de matière. Et encore moins que 1 milliard de mètres cubes de terre crue. Pourtant, la terre crue, c'est très durable. Donc, l'idéal, par exemple, pour vous donner une idée, et c'est vrai sur la majorité des bâtiments, on l'a quantifié ça, nos bâtiments font à peu près 1/3 de moins de masse, donc à peu près 2/3 de la masse, si vous voulez, d'un bâtiment équivalent qui serait construit en voile. Et ensuite, c'est ce que je disais tout à l'heure, et ça, vous pouvez relire, voilà, Yona Friedman, il parle de ça, et plein de gens parlent de ça. Quand on parle de trame capable, ou quand on parle de structure capable, quand Rainer Banham, il fait une rétro-analyse sur ce que c'est qu'une mégastructure, il dit la chose suivante. Il dit, la mégastructure, c'est un champ des possibles pérenne, à l'intérieur desquels les possibles vont pouvoir se plugger, quoi, si vous voulez. Et donc, c'est quoi? C'est l'idée de se dire, c'est très conceptuel, ce que je veux dire, mais la trame elle-même, si vous voulez, les réseaux, etc., elle est infinie dans le temps. Elle est aussi durable que possible. Et ce qui s'y fait dedans, c'est aussi temporaire ou quantifiable dans la temporalité que possible. Donc, pour vous répondre, on fait feu de tout bois. Si la bonne trame pour le bon site, elle est en bois avec des madriers, on va les faire en bois avec des madriers. Si c'est en béton, on va la faire en béton, etc. Mais pour exemple, le fait de travailler en ossature préfabriquée, c'est aussi une question qui est pas uniquement liée à la matière en tant que telle, mais au stockage, par exemple. Par exemple, là, on n'a pas de base chantier sur l'idéal. On est dans une voie en sens unique, on ne pourra rien stocker. Donc, on arrive, on a les massifs, on monte le truc, et en quelques semaines, en fait, la structure sera posée, après on travaille à l'intérieur, dans le clos couvert. Et si vous voulez, c'est toutes ces questions-là qui vont vers une matière ou une autre. Pour vous donner une idée, l'idéal, on a essayé de le faire en bois. On voulait voir comment ça marchait. Il coûte 1/3 plus cher à l'acquéreur à la fin. 1/3 plus cher, c'est pas possible aujourd'hui. Si on l'avait fait en bois et qu'on l'avait vendu 1/3 plus cher, on nous aurait dit, vous êtes horrible pour les gens qui vont y habiter. Donc en fait, il y a une question qui est aussi liée à la masse, par exemple, et l'inertie thermique, l'acoustique, etc. La prise en compte de l'intégralité de ces questions fait que l'idéal est une trame en béton. Voilà. Et on espère qu'elle aura une longue vie. Une dernière question peut-être? J'ai peut-être eu un moment d'inattention à mon âge, mais tu pourrais nous rappeler sur l'opération là qui sort, nous rappeler ou nous dire qui finance, qui est maître d'ouvrage et qui assume les missions et qui dessine. Bien sûr. Bah oui, bien sûr. Alors, je l'ai mal précisé tout à l'heure, tu as raison Pascal, je me le disais d'ailleurs, c'est une copromotion. C'est une copromotion à 50-50, c'est-à-dire qu'on partage les honoraires de gestion de l'opération à 50-50 avec un opérateur qui s'appelle Sogeprom, qui est une filiale de la Société Générale. Nous, on est rémunérés à 50% des honoraires, on fait un travail de maîtrise d'ouvrage qui est un peu plus, on va dire, sur les gestions techniques, et eux, ils s'occupent un peu plus des parties administratives et financières, même s'il y a un peu de tout en fait dans ce qu'on fait, en réalité. Ensuite, nous, on a quasiment rien mis autour de table, à part du temps, de l'énergie, etc. C'est-à-dire que l'apport financier initial, la mise de départ, c'est la SOG qui la finance. Nous, on vient donc ils sont majoritaires à la sortie, à la marge, ils vont récupérer 80% de la marge, et nous on va récupérer 20% de la marge, qui est un peu un bonus pour l'apport de ce qu'on fait. Ensuite, on a des honoraires qui sont des honoraires d'accompagnement à la commercialisation, parce que c'est compliqué de vendre ce qu'on vend, il y a toute une stratégie marketing très particulière dont on s'est chargé. Et c'est comme ça qu'on gagne notre vie.
Nous, on a conçu, alors on a un cadre contractuel de collaboration qui est très particulier, des coûts de construction, une maîtrise d'œuvre et un objet à la fin qui était défini vraiment de manière très claire. Et on a un cahier des charges que nous on a mis en œuvre, qui n'est pas le projet, mais qui est le cadre dans lequel le projet doit être fait. En gros, on leur dit voilà ce à quoi vous devez arriver, et vous, faites-le maintenant. Et qui le fait? Sont une équipe de maîtrise d'œuvre, donc les architectes. Le mandataire, c'est EGR, l'architecte marseillais EGR, avec comme architecte associé Calma. On a en bureau d'études structure ingénierie 84. On a en bureau d'études acoustique A2MS. On a en bureau d'études économie Alpha Eco. Et qu'est-ce que j'oublie et on a en thermique, bien sûr, Novacert. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? À part que si on n'avait pas demandé à ce bâtiment d'être fait comme ça, il n'existerait pas. Et en fait, on s'est rendu compte d'un petit quelque chose. Là, je fais un tout petit écart. J'espère que vous m'en voudrez pas. On s'est rendu compte d'un truc. Moi, quand j'étais architecte, je me disais que le maître d'ouvrage optimal, ce serait celui qui nous passerait la super commande, en fait. Et en réalité, je me suis rendu compte que ce que je voulais, en réalité, et je me suis rendu compte de l'autre côté du miroir, c'est qu'on me dise amen à tout. Le maître d'ouvrage de rêve pour un architecte, c'est celui qui lui dit oui. À tout. À tout. Et c'était très intéressant. Je visitais le centre municipal de Asplundfis en Suède, et Asplundfis a cassé les ailes qui sont des petits cercles, des petites boules et tout de son centre municipal 5 fois, jusqu'à ce que le maître d'ouvrage, la ville, lui dit bon écoute stop, en fait on n'a plus d'argent, donc on va arrêter de refaire. Et dans ses courriers, il dit jusqu'à ce point-là, c'est un super maître d'ouvrage, mais là ils étaient vraiment nuls. En fait, c'est à ce moment-là qu'ils ont fait leur table de maître d'ouvrage en lui disant non, écoute, on t'a demandé un truc, alors arrête de faire n'importe quoi et fais-le. Et ben nous, avec ces architectes qui sont très bons, et pour certains qui ont été impliqués dans le début de Modus, donc qu'on comprenne l'ADN, on a dû dire 100 fois attention, c'est un bâtiment évolutif. Donc là, vous êtes en train de faire un bâtiment statique. Donc ça doit bouger. Donc comment est-ce que c'est désolidarisé? Comment est-ce qu'on a un joint de fractionnement? Comment est-ce qu'on enlève? Comment est-ce qu'on remet? Attention au réseau. Et constamment, les architectes revenaient sur des bon bah là cette typologie sera comme ça. Non, elle sera pas comme ça. On sait pas comment elle sera. Et donc tout ça pour dire, je me suis rendu compte que j'étais parfois gênant en tant que maître d'ouvrage parce que je rappelais à ça. Mais en fait, la réalité c'est que la réussite du projet, c'est la collaboration entre toute l'équipe, les copromoteurs, les maîtres d'ouvrage et les bureaux de contrôle. Dans ce cas-là, qui est Veritas, qui a fait un travail remarquable là-dessus. Et puis je vous parle pas de tout ce qui a rapport avec les assurances, etc. Voilà. Cela conclut notre conférence. Merci beaucoup.